Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Dans ce podcast, on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail, mais c'est surtout un nouvel épisode de notre série de bilan 2025 et perspective 2026. On poursuit sans s'arrêter une seule fois. On est comme ça, vraiment le stop, on ne le connaît pas. C'est notre tour de France des éditeurs de comics pour cette nouvelle édition de notre traditionnelle maintenant série des bilans et des perspectives. Et j'aurai le plaisir d'être accompagné dans cet épisode par des habitués maintenant du podcast qui sont Émile. Salut. Et Jean-François. Hello. De Panini Comics France. Comment vous allez, messieurs ? Comment allez-vous d'ailleurs même ? Bah écoute, ça va. On a un peu décalqué là parce qu'on est rentré d'Italie, donc on a beaucoup mangé. Et donc après là, on est au travail là sur les prochains programmes de nouveautés et donc c'est une début de rentrée un peu studieuse, je t'avoue. Tu es aussi décalqué comme cela parce que c'est vrai qu'il a l'air très très fatigué. Je suis rentré malade de Modène hier. Donc, parce qu'il faisait très froid là-bas. Et donc, ça s'entend peut-être à ma voix, mais j'ai le nez bien bouché, mais c'est pas bien grave. Et non, moi, je suis toujours effaré, en fait, de ton introduction et de ta prestation physique parce que t'arrives pas à reprendre ta respiration et je trouve ça juste, ça me fait bien rire, en tout cas. Très sympa, en tout cas. Et non, et je voulais juste profiter, vu qu'on est en début d'année, pour souhaiter une bonne année à tout le monde et avec, j'espère, plein de belles lectures au programme de cette année 2026 qui commence. Très bien. Un message reçu, j'espère, pour celles et ceux qui nous écoutent. Et on espère qu'il y aura des belles lectures dans votre planning de publication, puisque de toute façon, le but de ce podcast, c'est évidemment de dresser le bilan des 12 mois écoulés, mais également de voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend cette année chez Panini Comics. Et donc, gardez bien les oreilles ouvertes, puisque moi, j'ai mon déroulé. Donc, je sais qu'il y a des choses qui vont faire quand même très, très plaisir au fil de cette émission. Mais je voulais aussi profiter du fait que pour une fois, on n'est pas tiraillé par le temps avec juste 1 heure de créneau à Angoulême entre deux réunions plus importantes et qu'on n'est pas situé dans un couloir à côté des toilettes. Voilà, donc d'avoir des conditions d'enregistrement qui sont beaucoup plus tranquilles. Pour juste un petit peu refaire le point un peu sur le fonctionnement un petit peu de Panini Comics, puisque Panini Comics, il y a la maison mère qui est à Modène, donc en Italie où vous étiez justement hier en tout cas, enfin vous êtes resté quelques jours, et il y a les bureaux ici donc à Nice. Donc là pour le contexte, j'ai le plaisir de découvrir les locaux de Panini, et donc c'est bien comme vous pouvez vous l'imaginer. Il y a des BD partout, il y a même des mangas, il y a même des albums de stickers de Jésus qui datent des années je sais pas combien. Voilà, il y a quelques petits bijoux historiques et il y a des figurines Marvel à ne plus savoir qu'en faire. Donc c'est vraiment le temple de la nerdiserie. Mais donc ce que je voulais savoir un peu, c'est rappeler en fait comment vous fonctionnez par rapport aux équipes italiennes pour notamment décider des programmes de publication en France. Bon, alors, déjà pour faire simple, donc le siège mondial de Panini est à Modène en Italie et la société après présente localement en fait sur différents marchés, donc que ça soit en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au UK, aux États-Unis et en Amérique latine. Donc dans ce fonctionnement-là, en fait, chaque filiale a une direction avec des équipes, soit publishing, soit sticker, soit les deux. Voilà, donc on va dire qu'à l'exception des États-Unis et peut-être quelques autres petits pays, on va retrouver à chaque fois publishing et collectibles dans ces filiales Panini. Donc ça, c'est vraiment pour mettre en exergue l'organisation du groupe. Et concernant la partie publishing qui nous intéresse, en prenant l'exemple de la France, donc on va dire qu'en France, on est structuré avec, donc ici à Nice, on va avoir les équipes opérationnelles. Donc opérationnel, quand je dis opérationnel, c'est finance, marketing, commercial. Et on va retrouver les équipes éditoriales en Italie. Voilà, donc les équipes éditoriales qui sont, pour ces dernières, en fait, c'est des collègues italiens, mais qui sont parfaitement francophones. Dont certains sont même mariés avec des Françaises et donc voilà, donc c'est généralement des gens qui sont très calés dans leur partie. Donc je prendrais par exemple Mathéo, qu'on a pu découvrir dans le cadre du podcast Paninicast. Tout à fait, ouais. Voilà, qui a parlé un peu de son métier, son expérience chez Panini. Je vais vous le voler, hein. Faudra que j'aille. Je sais pas si j'irai jusqu'à Modène, mais oui, je lui ai parlé de faire aussi un podcast du coup. Mathéo qui est le plus calé dans sa partie. On va dire.
Et donc voilà, donc Matteo, lui, c'est notre coordinateur éditorial Marvel. Donc lui, son job, c'est de lire plein de comics et de réfléchir à comment ces comics on va les publier en France. Et donc lui, avec son boss qui est Walter Demarchi, qui est présent aussi depuis beaucoup d'années chez Panini, leur job, c'est de faire un planning éditorial où ils vont mettre voilà les lectures et voir dans quelle collection on va pouvoir mettre ces lectures. Et donc après, eux nous contactent nous directement en France, donc Émile et moi, et ils vont nous soumettre leur choix. Et donc là, nous, c'est un peu la sentence qui tombe. On leur dit, ça, ok, on fait, ça, on fait pas, ou on le fait pas comme ça, on le fait différemment en fait. Et là, on est là à avoir un échange sur leur vision éditoriale en échange avec les autres collègues Panini, et nous, la vision du terrain, les retours qu'on peut avoir des libraires, des lecteurs, avec les interactions qu'on peut avoir au travers de nos réseaux sociaux. Et de là, en fait, on essaie de faire émerger un planning. L'objectif étant, vu qu'on a un groupe, d'essayer d'avoir aussi des choix qui soient convergents avec d'autres filiales du groupe Panini. Voilà, pour garder une cohérence et une cohérence vis-à-vis de notre ayant droit Marvel, par exemple, dans le cas de Marvel. Parce que c'est-à-dire que c'est pas forcément effectivement tout le temps la même chose entre les différents. Là, si on reste même juste sur le terrain européen, dans lequel Panini publie aussi en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, on essaie d'avoir des albums qui seraient communs, mais les collections ne sont pas forcément les mêmes. C'est pas de toute façon les mêmes modèles de publication qui sont faits. C'est en fait, on se tient compte, quand je disais tout à l'heure que par exemple, Émile et moi, on est un peu garant des remontées terrain du marché, etc. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que en Italie, le marché est structuré différemment par rapport au marché français, et pareil en Espagne en fait. Et donc du coup, l'objectif, c'est que par exemple en France, on va quand même trouver plus de livres cartonnés vendus en librairie, alors que en Italie ou en Espagne, le kiosque est encore très fort, et donc on va retrouver beaucoup de formats au format kiosque. Voilà, donc c'est un peu les différences, mais à partir de ça, on essaie quand même de trouver des points convergents, c'est-à-dire que une histoire, elle est généralement présente dans tous les pays, mais on va dire fabriquée différemment. Par exemple, dans le cas d'Imperial, qu'on sort là depuis janvier en double format prépublication, donc avec une édition souple, une édition cartonnée, on a une édition en commun avec l'Allemagne, par exemple, donc qui va être l'édition cartonnée, je crois. Mais ça va être ce genre de projet où, par exemple, on a un format en commun, mais pas l'autre, par exemple. Et après, pareil, pour aussi parler un peu de l'envers du décor, nos collègues en Italie, parce qu'on va retrouver un peu toutes les rédactions espagnoles, italiennes, allemandes, même UK, ils font ce qu'on appelle une retraite, où ils vont s'isoler et ils vont tous échanger ensemble en fait sur les plannings, sur ce que Marvel a annoncé pour les mois à venir, et voir en fait comment en fait ce matériel qui est mis à disposition par Marvel, comment nous on va pouvoir l'exploiter pour le rendre disponible auprès de nos lecteurs. D'accord. Et est-ce qu'on peut un peu expliquer c'est quoi alors la spécificité du marché français par rapport à d'autres pays, notamment là vous évoquez le fait que effectivement en Espagne, en Italie, il y a encore du kiosque, mais au-delà même du kiosque que nous on a connu, c'est qu'eux ils font même du single issues en fait, et c'est même juste des numéros par numéro. Moi je me rappelle, j'étais allé en Italie et j'avais vu même que en termes de variantes à effet métallisé au truc, enfin ça il va vraiment, et ça me faisait marrer de voir vraiment qu'ils adaptaient ce système-là très américain quand même. Et donc voilà, alors qu'on est des pays frontaliers, d'avoir des modèles de publication qui sont complètement différents. Est-ce qu'il y a des spécificités à ces pays ou à notre pour expliquer ça? Là c'est compliqué, j'ai pas forcément la liste en tête, mais par exemple on peut avoir des différences de tarifs, des différences des fois de, par exemple, en Allemagne, les must-have sont plus chers, par exemple. Il y a le fait qu'effectivement, le premier format en Italie soit souvent le single issue. Après, dans les faits, je crois me souvenir aussi que l'implantation en boutique physique, librairie pour la deuxième vie donc du livre donc en cartonné est un peu plus compliqué en Italie, parce que je crois qu'il y a un système de distribution qui est différent du nôtre aussi. Parce qu'on avait la sélection là avec des collègues, contrairement à nous où en fait entre guillemets on n'a que un distributeur à faire pour qui achète. Mais en tout cas donc il y a des différences, mais je pense que ça vaudrait le coup même limite de faire une émission à part
avec Oui, des collègues italiens par exemple ou autres, parce que c'est vrai que c'est chaque pays a ses différences, et aussi à mon avis c'est législations différentes, parce que je crois me souvenir que niveau TVA, je sais pas s'il n'y a pas des différences au niveau du prix du livre. Après, même sans rentrer dans ce niveau de détail-là, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, l'Espagne et l'Italie, c'est des marchés qui sont, en termes de distribution, plus traditionnels. On le voit quand on va dans ces pays-là. En fait, le kiosque est omniprésent. En fait, on trouve des kiosques à tous les coins de rue. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment ça là-dessus. Les libraires sont quand même moins nombreux. C'est-à-dire que nous, en France, on a un peu le petit village de Gaulois où on va retrouver plein de librairies, spé BD, spé comics, spé manga. Cette organisation-là, on la trouve pas forcément trop en Italie. Je vois, je suis allé à Rome il y a quelques années, et oui, il y a quelques librairies, mais c'est pas comme à Paris où on va dans certains quartiers. C'est des quartiers qui sont des quartiers de librairie en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément dans l'ADN de ces pays-là. Et donc, finalement, c'est des pays, si je dois faire le parallèle, qui sont un peu dans la même situation que nous il y a quelques années, en fait, où on était très présent en kiosque. Moi, c'est une période que j'ai pas connue, parce que j'étais pas encore chez Panini à ce moment-là. Mais c'est une période que j'ai pu voir au travers de programmes mis en vente dans lesquels j'ai pu me replonger, où je voyais qu'il y avait beaucoup de sorties kiosques, mais parce que le marché à l'époque était comme ça. Sauf que le marché français a évolué peut-être plus rapidement que le marché de nos collègues. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir aussi dans les prochaines années aussi chez nos collègues, parce qu'il y a aussi beaucoup de challenges pour eux par rapport aux kiosques qui commencent à prendre aussi à perdre du terrain. En fait, il commence à perdre du terrain, ce marché de kiosque. Et donc voilà, donc c'est en tout cas en termes de distribution de points de vente, le modèle est complètement différent. Et je pourrais même prendre en fait le parallèle des stickers, où aujourd'hui, nous, les stickers, c'est un marché, on est présent en kiosque, mais on est surtout présent en grande surface alimentaire. Sauf que les collègues italiens, parce que c'est un marché que je connais bien, parce qu'on est juste à côté, la frontière est pas très loin, en grande surface alimentaire, on trouve très peu de produits Panini. Par contre, on va trouver beaucoup de produits Panini dans les kiosques dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est encore comme ça que fonctionne le marché là-bas. Donc voilà, et ça, c'est un autre marché avec une autre, on va dire, une organisation qui est quand même assez similaire à la nôtre, mais qui est vraiment liée à la structure du marché qui veut ça. Et après, si je peux prendre un autre exemple pour montrer encore une différence par rapport à d'autres pays, c'est en France, en Italie. Donc, les Italiens ont une très grosse production Marvel par rapport à nous, bien plus importante. Par contre, les collègues allemands ont une production moins importante. Pourquoi ? Parce que en Allemagne, je ne veux pas dire qu'il y a quasiment toute la population, mais beaucoup parlent anglais. Et en fait, beaucoup achètent en VO les titres. Donc, ce qui laisse aussi moins de place pour nos collègues allemands de s'exprimer, parce qu'ils font face à la concurrence de la VO chez eux. Voilà, c'est un autre exemple, mais c'est marrant quand on voit les plannings entre pays, de voir comment nous on se situe par rapport aux Italiens, par rapport aux Allemands, et on a des logiques, même si on est le même groupe, on va dire que la logique est pas forcément la même partout, parce qu'on tient compte des spécificités de chacun. Donc c'est une chance en fait qu'on soit nul en anglais en France quelque part pour votre business. Bravo l'éducation nationale, c'est de votre faute. Je veux savoir aussi, est-ce que vous avez un peu des formes d'impératifs de publication, une forme d'un quota de nombre d'albums à sortir par collection pour justement les maintenir à flot, ou est-ce que vous avez vraiment beaucoup de on va dire de marge de manœuvre après j'imagine que quand l'éditorial italien vous amène quelque chose, c'est avec une grille où il y a un certain nombre d'albums par collection pour chaque année, et que ça c'est, j'imagine, relativement constant d'année en année. Exactement, parce qu'en fait on a un planning. On sait par exemple que on a tant de parutions d'intégrales Marvel sur une année, et donc on essaie de garder ce rythme-là avec à peu près les mois de parution équivalents de l'année précédente pour tel personnage ou tel autre personnage. Donc Après, quand je disais tout à l'heure, on repasse des fois derrière nos collègues, oui, parce que
par exemple, si je prends, c'est une catégorie de produits, on en a de moins en moins, mais c'est les omnibus. C'est-à-dire que post-Covid, on a eu beaucoup d'omnibus qui sont sortis, et au fur et à mesure, on a réduit quand même la voilure sur les omnibus. Ouais, Je pourrais te montrer les stats à l'appui, tu verras. D'accord, mais, parce que j'ai l'impression d'en avoir encore beaucoup quand même. Mais... Il y en a, mais parce que en fait, on nous en réclame encore beaucoup. Mais on a réduit la production parce que il y a des mois à l'époque, on sortait entre 2 et 3 omnibus. Là, on est plus à alterner des moments, en tout cas sur Marvel. On va avoir peut-être 2 omnibus, après 1, mais voilà, et avec des gammes de prix un peu différentes. C'est-à-dire des styles différents. Des plus petits omnibus, des plus gros, mais voilà. Mais après, en tout cas, on a réduit la voilure, mais c'est quelque chose qui est venu de notre part, en fait. C'est-à-dire que au départ, dans le planning de départ, on avait le même nombre d'omnibus que l'année précédente. Sauf que nous, on est arrivé en disant, c'est quand même peut-être pas non plus abusé, parce que le marché il a quand même un petit peu évolué par rapport à l'époque juste après Covid. Et voilà, mais c'est en ce sens où on apporte des modifications. Et puis des fois, voilà, on est plus à échanger sur dans quelle collection sortir telle ou telle histoire. Parce que on avait déjà pu évoquer, je crois que c'était 1 ou 2 ans, le Doctor Strange Fall Sunrise, qui à l'époque était fait en 100%, et après on s'est dit c'est quand même dommage, donc autant le faire en prestige vu qu'on est à peu près de créer la gamme. Donc ça peut être par exemple ce genre de mini ajustement, et puis après in fine d'ailleurs c'est une collection qui en plus pour le coup venait de la France et que maintenant on a réussi à imposer dans d'autres pays, parce qu'en Italie tu peux la retrouver aussi maintenant. Donc ça va être par exemple ce genre d'ajustement qu'en France on peut apporter, et donc avoir même du coup de l'influence sur les autres pays dans ce qu'ils vont publier et comment ils le publient. Oui, et puis parce que de toute façon, c'est quelque chose que vous poursuivez de toute façon, cette politique de réédition de certains titres en prestige. Là, on le voit même ce mois-ci avec l'histoire de l'univers Marvel qui était sorti en 100% il y a quelques temps. 2020 ou 2021, je crois. Ouais, et que là, vous remettez dans ce format. Est-ce que à terme, j'imagine qu'à terme, en fait, ce genre de projet, vous les sortiriez plutôt maintenant directement en prestige, comme vous l'avez fait avec Captain America, la vérité, cette année. C'est ça. Alors bon, là, pour le coup, avec 20 ans de voilà. Mais pour le coup, Fall Sunrise, on l'a fait comme ça. Quand on a eu le projet aussi un peu spécial du Silver Surfer de Castellini, on en a profité du coup pour créer une sous-gamme entre guillemets de collection noir et blanc, d'où le dos noir, pour différencier dans la bibliothèque en fait les versions 100% avec un grammage plus épais. Et on a profité par exemple pour sortir Wolverine de Winsor Smith, donc l'arme X en noir et blanc aussi. Et donc typiquement ce genre de projet un peu à part, ou en tout cas de projet encore une fois qui colle à l'ADN de la collection, à savoir des récits autoconclusifs avec une approche particulière, que ce soit au niveau de la narration et ou du dessin. Donc là, Trade Moore ou l'approche de Kyle Baker pour le Captain America, c'était une collection qui est toute trouvée pour ce genre de récit. Très bien, très bien. Et je voulais savoir aussi s'il y avait des objectifs de répartition entre Marvel, entre les différentes licences, si vous essayez d'ajuster entre certains titres indés aussi quand il y en a. Chacun a sa vie un peu. Ouais, parce qu'en fait, je me dis si Star Wars était géré par un autre éditeur, il chercherait pas à savoir ce qu'on sort sur Marvel, etc. Donc en fait, pour nous, chaque univers est différent parce que potentiellement des lecteurs différents. Donc l'objectif étant de sortir presque toute la nouveauté qui est disponible outre-Atlantique, et à côté de ça voir ce qu'on peut proposer en réédition pour venir combler des trous dans la raquette. Mais en fait on gère tout de façon indépendante, parce que pour nous, en fait, c'est des univers qui sont différents. C'est-à-dire que l'univers 20th Century Fox, différent de Marvel, en fait, parce que même s'il y a des crossovers maintenant, mais ce que je veux dire, c'est quand même, on le voit sur Alien, le lectorat Alien, c'est un lectorat qui est complètement différent parce que il y a une fanbase liée à cette licence, et donc on essaie de pas se mettre d'obstacles, et l'idée étant de leur fournir des choses intéressantes à se mettre sous la main. Est-ce qu'il y a des chances que le lecteur de Conan en intégrale soit le même que les intégrales Marvel, parce que Conan c'était Marvel à l'époque, mais par contre le lecteur de Conan ne sera pas le même que celui d'Imperial par exemple, ou de trucs plus récents. Donc c'est pour ça qu'en général pour nous c'est vraiment on n'a pas on se dit pas on a fait tant de sorties ce mois-ci, on est plutôt tant de sorties Marvel, tant de sorties Conan, Star Wars, que pour nous c'est vraiment des lectorats et des bases de fans différents. Très bien. Et il y avait un dernier truc que je voulais aborder, mais juste sur le fait que parfois vous pouvez mutualiser des bouquins dans des différents pays, juste pour expliciter le fait, c'est que cette démarche-là permet aussi d'avoir des tirages par pays qui soient moindres,
mais en fait de diminuer le coût au global en faisant un tirage conséquent pour différents pays. Est-ce que je me trompe en fait, ou pas? c'est le principe de ce que nous on appelle chez Panini la coproduction. Ouais. C'est-à-dire qu'on va produire avec nos collègues les pages intérieures. Voilà, donc les pages intérieures sont au même format. Après, les couvertures vont varier, mais en tout cas, voilà, on va coproduire ensemble. Et ça, c'est une force du groupe Panini parce que ça va nous permettre de publier des histoires que si on était seul à produire, on ne sortirait pas parce que pour des raisons économiques. Ouais. Donc, je dis pas forcément qu'on gagne beaucoup d'argent ou qu'on gagne de l'argent, mais on limite la perte sur ces produits-là. Et donc, je trouve, en soi, pour moi, c'est une force. Par exemple, si je prends un titre que j'adore, qu'on a sorti au mois de décembre, qui est La Chose de Tony Flix, sur la base d'autres titres, La Chose, on n'aurait peut-être pas sorti si on n'avait pas le soutien des autres pays Panini. Et donc, c'est en ça que le fait d'être un groupe va nous permettre de proposer des récits que peut-être, si la licence était gérée par d'autres concurrents, c'est peut-être des titres qu'on verrait jamais sur le marché. Ouais, parce que il faudrait le nombre de lecteurs reste beaucoup trop faible par rapport au tirage, au retour Exactement. de vente pour que tu puisses l'absorber que sur un pays, alors que en mutualisant sur différents pays, ça permet de toute façon de diminuer le coût unitaire parce qu'on imprime en plus grand nombre sur les différents pays, donc de limiter, pas de limiter, mais d'absorber le fait que oui, c'est des titres de niche qui vont pas s'adresser à 5000 lecteurs, quoi. Exactement. En l'occurrence. Pour le bilan, qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu de votre ressenti de 2025 de façon générale, un petit peu comment est-ce que le marché comics BD s'est comporté, comment est-ce que vous l'avez ressenti de votre côté, sachant que on a les chiffres quand même, là il y a les bilans GfK Nielsen qui débarquent, donc on sait que le livre, la BD au général, c'est quand même de l'ordre du moins 10% de vente. Alors pour le manga c'est assez spectaculaire, ça fait du moins 30%, mais parce qu'ils étaient arrivés tellement haut dans les années post-Covid que le moins 30%, c'est sur les 4 ou 5 dernières années, je crois. C'était non, c'est de 2024 à 2025. Mais le truc, c'est que vu que ça avait fait x5 en 2021, en fait, tu restes toujours sur un delta qui est relativement positif. Mais grosso modo, voilà, il y a le marché, il a quand même plutôt fait la gueule, j'ai l'impression, en 2025. Donc, est-ce que vous, comment ça s'est manifesté de votre côté? Moi, j'avais pas ces ordres de grandeur. Oui, le marché de la bande dessinée a régressé. Moi, j'avais plutôt un chiffre plus bas, et c'est un marché qui a été tiré à la baisse par le manga, parce qu'en fait, à fin novembre, moi, j'avais un marché du manga en valeur qui était à un peu moins de 10% en fait. Ok. Et comics, BD jeunesse et BD de genre étaient plutôt aux alentours de -3. Donc, on avait un marché à -5,5, je crois, de mémoire à fin novembre. Et effectivement, le marché du manga, moi j'avais en tête dans un bilan GfK que j'ai vu il y a pas très longtemps que sur les 4-5 dernières années, c'était à -30 en tout cas sur le marché. Alors, peut-être que je simplifie, en sachant que c'est aussi essentiellement dû à la baisse d'arrêt de beaucoup de shonen, et donc c'est des segments dans le cadre du manga qui n'ont pas baissé, mais en tout cas oui, effectivement, on va dire que le marché de la bande dessinée a été un peu chahuté sur l'année 2025, et surtout on a eu quand même un Astérix qui est sorti, et que malgré ça, en fait, ça n'a pas permis de faire passer le marché en positif. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça un peu le fait marquant. C'est ça. Après, dans ce bilan-là, nous, on est quand même plutôt contents de notre année, parce que, voilà, on a des titres, qui sont sortis, qui ont bien fonctionné, des univers qu'on a installés il y a assez récemment et qui ont trouvé leur public, et donc en ça c'est très motivant, et ça nous a permis aussi d'envisager l'année 2026 sur de bonnes bases, parce que force des constats qu'on a pu tirer au sein du catalogue sur l'année qui vient de s'écouler. Qui pourrait résumer comme on avait pas mal de diversité en 2025, on aura encore plus, et en dehors de Marvel, même aussi en 2026, pour un peu donner les grandes lignes de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais c'est quoi alors les constats que vous avez faits? Les constats qu'on a pu faire, c'est que la collection poche a trouvé son public, parce que on a dépassé les 400 000 exemplaires vendus au total de la collection. Et on s'est même rendu compte que cette collection-là, au moment de la sortie de film,
Donc je pense notamment au film Fantastic Four, parce qu'on avait une gamme de poches en fait, dédiée à cette famille de super-héros. C'est une petite collection dans la collection poche qui a trouvé son public. Je vais prendre un exemple. C'est le Fantastic Four de Wade et Wieringo. Quand je reprends à l'époque où on a sorti l'Omnibus, c'était pas faramineux les résultats, alors que ce run est génial, mais il a pas réussi à trouver son public parce qu'on a dû vendre, peut-être pas être trop méchant, mais je crois qu'on a dû faire 800 exemplaires de l'Omnibus, donc ce qui était un peu dur à l'époque, parce que après tout dépend du tirage, quoi. Mais du coup, j'imagine que c'était décevant. C'était décevant de notre côté. Compte tenu de la qualité du truc, c'était un peu décevant. Ouais. Et donc du coup, à l'époque, on a décidé de sélectionner les titres pour les titres Fantastic Four disponibles pour la sortie du film dans la collection poche. Quand Mathéo a proposé le Fantastic Four de Wade et Wieringo, j'avoue que j'étais un peu dubitatif quand même, parce que j'étais resté sur les résultats de la vente de l'Omnibus. Et c'était à l'époque où on vendait bien les omnibus, donc post-Covid, les ventes étaient très bonnes. Et au final, quand on a regardé les premières sorties caisse sur le tome 1 de ce poche-là, les lecteurs étaient au rendez-vous. On a même fait rupture, je crois, assez rapidement derrière. Donc on est reparti en réimpression, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer à ce moment-là. Et donc, ce qui nous a conforté dans le fait de se dire que avec les films qui vont arriver en 2026, donc Spider-Man et Avengers, forcément on va retrouver derrière des petites poches qui vont permettre d'accompagner la sortie de ces deux films. Ouais, puis ça a l'air d'illustrer assez bien ce rapport aussi du facteur intérêt et du facteur prix, du fait que les omnibus se destinent généralement à un lectorat qui est déjà connaisseur en fait, et qui donc place un certain budget aussi dans ses achats. Et que les poches, c'est vraiment la porte d'entrée en fait où les gens justement qui sont curieux d'aller découvrir des comics ne seront pas bloqués par un format imposant qui plus a du prix, parce qu'au-delà du prix des omnibus qui est forcément, bien entendu que personne qui veut se mettre au comics va mettre 70 balles ou plus dans un bouquin, c'est aussi très imposant, c'est gros, c'est épais, et tu te dis je vais jamais y arriver. Le poche a aussi cet avantage d'être très accueillant, et en plus là vous pouvez vendre une série complète en 2 tomes techniquement, donc je peux comprendre pourquoi les lecteurs se montrent plus au rendez-vous sur ce type d'offres. Et après, dans les autres bonnes nouvelles de l'année qui vient de s'écouler, on en avait parlé à Angoulême l'année dernière, c'était le fait de voir arriver dans la collection de luxe des titres inédits. Ouais, ça c'était un de mes items, ouais. Donc il y avait le Fantastic Four de North. Il y avait le Strange de McKay. Ouais, le Punisher aussi de Jim Lee. Il y avait les Defenders. Ouais. Et donc ça aussi, en fait, c'est des titres qui ont bien fonctionné. Et qui n'auraient pas fonctionné en 100% sûrement. Très certainement. Mais qui ont bien fonctionné, et qui donc du coup, dans le cadre de l'année 2026, nous confortent aussi sur des personnages, je vais pas dire plus mineurs, mais c'est pas le terme, mais c'est pas des têtes d'affiche non plus, quoi. Voilà, mais des titres qui auraient représenté plusieurs 100%, avec peut-être d'un tome à l'autre une forte dégradation des ventes. C'est des titres qu'on peut rendre disponibles et permettre de contenter les lecteurs qui attendent ces titres-là. Donc ça aussi, ça fait partie des belles victoires de l'année 2025. Ouais, mais qui était peut-être un peu aussi une obligation de votre part, puisque on le sait, avec l'érosion des lecteurs, avec l'augmentation des coûts de fabrication et par conséquence aussi des prix de vente, et même pour la simplification des cycles de vie des séries, en fait, même cette étape-là d'apporter d'abord certaines séries en 100%, donc le format cartonné standard, puis les repasser ensuite en deluxe, avait plus trop de sens, même pour vous d'un point de vue rationnel. Ouais, et puis surtout d'un point de vue économique, surtout sur des séries comme ça, je vais pas dire problématiques, mais voilà. Non, problématique, c'est dire autre chose en général. À plus faible potentiel, voilà. C'est des projets, voilà. De toute façon, à partir du moment où on a un contenu, il faut le traduire, donc on a plein de coûts inhérents, et c'est plus facile d'absorber ces coûts-là sur un format de luxe que sur un format 100%. Puis malgré tout, après, c'est marrant. Enfin, le constat est fait, mais pourtant, par exemple, sur une série comme Scarlet Witch, vous avez quand même tenté de le faire en 100% plutôt que de passer directement de luxe. C'était avant. Ça remonte à ça. Comment dire, j'ai plus mémoire de quand le premier tome est sorti. C'était pas l'année, c'était pas c'était pas 2025, c'était avant. Mais parce que vu qu'on fait partie d'un groupe,
il y avait des règles à un moment donné dans le groupe qui étaient que premier format de publication d'un titre, c'était un format 17:26. Donc 17:26, chez nous, c'est un 100%. Dans les autres pays, c'est un floppy. Et donc, si on voulait sortir ce titre-là, on n'avait pas le choix, il fallait le sortir en 17:26, donc en 100%. Sauf qu'on a réussi à démontrer au groupe que qu'à un moment donné, ça allait pas dans notre sens parce que le problème, c'est qu'on se retrouvait très rapidement en difficulté sur le titre et ça mettait en péril la pérennité de la série. Et donc, pour contourner ça, voilà, on a démontré par A plus B que l'objectif, si on voulait proposer encore plus de contenu au lecteur, c'était de sortir directement en fait dans un format plus grand ce type de titre. Et c'est un changement qu'on nous a autorisé à faire en 2025. Voilà. C'est 2023 pour le premier tome. Ah oui, d'accord. Oh, putain. Parce que le temps passe trop vite aussi de ce côté-là. Mais à l'inverse, par contre, justement, si on parlait du Fantastic Four de Ryan North, celui-là a démarré directement de luxe. Mais maintenant, il va intégrer le sommaire il a intégré le sommaire de Marvel World. Alors pas encore, alors on enregistre pas encore, mais je crois que c'est pour le numéro 5 ou 6, je crois, si j'ai pas de bêtises, de Marvel World. Non, en fait, alors là, pour le coup, ça change pas grand chose pour les gens qui lisent en Deluxe parce qu'il sortira à terme en Deluxe de toute façon. Ouais. Mais c'est que là, vu que la série, justement, est bien aimée et que les FF sont de retour sur le devant de la scène, aussi bien en comics que en film, a priori, l'idée c'était aussi de continuer de renforcer le sommaire de Marvel World depuis la relance donc de Marvel Comics, selon Marvel World du coup, et donc d'avoir aussi une série de qualité, une de plus au sommaire, qui d'ailleurs reprendra après, vu que One Brother Doom s'arrêtera en milieu d'année, je crois qu'on est ce sera l'été prochain. À peu près, j'ai plus date en tête, mais en tout cas, voilà, ça fait 8 numéros en tout, donc si c'est un par mois, ce sera donc là, on aura une continuité entre guillemets scénaristique, parce que c'est le même scénariste, donc Ryan North, et en plus, ça nous permettra donc de garder une très bonne série au sommaire de Marvel World. Ok. Justement, ce Marvel World, en fait, c'était un relaunch, en fait, de votre autre revue mensuelle, qui était Marvel Comics. Vous n'avez pas attendu les 12 mois réglementaires, enfin les 24 mois réglementaires. Là, vous avez un relaunch au mois de novembre, en l'occurrence. Alors, bon, quand on voit qu'on est iconoclaste. Non, mais parce qu'on s'attendait, vu qu'il y avait eu le relaunch deux fois déjà auparavant, que c'était vraiment le cycle, c'était 2 ans, chaque mensuel dure 2 ans. Là, vous l'avez fait plus tôt. Pourquoi Pourquoi être si iconoclaste, Émile? Outre toute cette énergie à relancer des trucs. Ouais, c'est ça. Non, en fait, c'est venu de, comme tu l'as dit, déjà de la relance de Spider-Man par donc Joe Kelly et Pepe Larraz, et donc Jean Romita Jr. aussi pour des épisodes entre les deux, qui était déjà aussi, on a relancé à ce moment-là aussi parce qu'à l'époque, quand on avait la première version de Marvel Comics au numéro 14, on avait à l'époque lancé la série de Zeb Wells et Romita Jr. et malgré en fait nos efforts pour promotionner le titre comme étant une bonne porte d'entrée, on a vu que ça n'avait pas forcément fonctionné, et donc du coup on s'est dit, si on doit mettre la nouvelle série Spider-Man, il faut qu'on relance aussi à ce moment-là. Et on avait également on avait pas mal de bouleversements aussi parce qu'on avait donc l'événement évidemment One World Under Doom, qu'on appelle le Reign of Fatalis en français, et aussi en parallèle la fin de la série Iron Man précédente qui allait bientôt recommencer, et on arrivait aussi sur la fin des Avengers de McKay et la fin des Immortal Thor, donc autant en fait de jalons qui nous permettaient d'envisager sereinement une relance, et puis en plus on avait aussi, donc là on était via nos collègues italiens informés aussi du projet de faire des variantes dans tous les pays d'Europe, et on s'est dit que c'était en fait quand même pas mal d'items en tête qui nous permettraient de relancer sereinement la revue sous un nouveau nom, pour aussi accompagner l'événement. Et vu qu'on était aussi sur un événement différent de la part de Marvel, qui était plus sur un changement de statu quo et beaucoup plus global, un peu à la Dark Reign pour les événements d'il y a 20 ans environ, on voulait aussi du coup relancer vraiment à faire un vrai changement de nom et pas juste s'appeler Marvel Comics 3, en gros, contrairement à la précédente relance. Mais c'est quelque chose qui est, après là, on parle peut-être de plans qui sont même pas encore actés, même au niveau de la rédaction italienne, de savoir si un Marvel World sera aussi relaunché dans 2 ans, ou si ce sera c'est trop Marvel Universe, Marvel Fandom.
Non, mais après, Marvel Galaxy. Ça, j'aime non, bien. mais alors après, Allez. enfin, Bon, on t'appellera à ce moment-là quand on aura besoin de noms pour Ouais, si vous voulez trouver le nom brainstormer, de on retrouve la magie de nouvelle Marvel. revue. Mais, Mais, non, mais blague à part, en fait, aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on est dépendant en fait de l'actualité US et malheureusement, la vision, on a une vision pour les 6 mois à venir, ou officieusement des fois un peu plus loin, mais un en tout peu cas, plus loin des fois pour certains gros projets. Mais voilà, c'est compliqué. Là, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que Marvel Comics, voilà, les ventes avaient bien dégradé. Et comme l'avait dit Emile tout à l'heure, hein, c'était avec Marvel Comics 14 où on s'est rendu compte que même s'il y avait une nouvelle série, ça a rien apporté aux ventes de la revue. Et donc l'idée, c'était de remettre un coup de projecteur dessus et de l'histoire Panini, hein, parce que c'est pas la première fois quand on était en kiosque avec les revues qu'on pouvait avoir, il y avait quand même souvent des relaunchs, et quand on repartait au numéro 1, bizarrement on repartait sur un niveau de vente plus important. Et je sais que c'est Emile qui m'avait raconté pour avoir échangé avec des lecteurs en librairie qui du coup s'étaient remis à reprendre la lecture au travers de Marvel World. Parce que le contenu éditorial ça avait été très fort, et puis qu'on manquait pas de bonnes séries à publier, et puis aussi d'un point de vue aussi beaucoup plus on va dire global, c'était aussi l'occasion pour nous d'avoir une offre encore plus lisible, c'est-à-dire d'avoir Ultimate Universe avec tout l'univers Marvel, tout l'univers Ultimate dans une seule revue, Marvel World pour avoir vraiment tout le navire amiral et les navires amiraux plutôt de Marvel dans la même revue, Doom World pour avoir un peu la face sombre pour accompagner aussi cet événement-là sur 9 mois, X-Men pour avoir tout l'univers mutant, et donc là Imperial pour le cosmique, et peut-être on peut imaginer même une Marvel Cosmic Universe pour éventuellement si jamais toutes les séries sont de qualité, avoir une revue cosmique aussi, et histoire qu'en fait de l'extérieur on comprenne aussi les différences entre chaque revue, et imposer aussi le format de républication comme comme une manière aussi pour les gens de découvrir Marvel par les séries modernes de manière assez accessible, et avec quand même beaucoup de séries assez variées, et voilà. Ouais, toute la diversité de cet univers. Marvel Galaxy, du coup, pour le cosmique. C'est évident. En plus, c'est un Super Mario Galaxy. Les gens ils confondront, ils croiront que c'est du Mario, ils achèteront aussi. C'était une évidence de faire le Doom World quand même, parce que c'est plein de petites séries annexes que vous faites au final sur un temps assez long, quoi, parce que c'est sur 8 sur 8 numéros, et alors que c'est vraiment un mensuel de tie-in, hein, en l'occurrence, puisque vous gardez One World Under Doom dans Marvel World. Donc dans la revue principale. Ouais, c'était évident pour vous de faire ce choix de mensuel accessoire. Oui, parce que non, vas-y. non, parce qu'en fait déjà en fait encore une fois, c'était un événement qui était déjà beaucoup plus long que les précédents, parce qu'on était sur 9 numéros, contrairement à par exemple Blood Hunt qui était sur 5, si je dis pas de bêtises. En plus, on voyait aussi que ça avait un impact vraiment sur beaucoup de séries, et qu'il y a beaucoup de séries qui étaient créées et ou modifié pour accompagner ça. Par exemple, à la suite de la perte de sa cape et de son statut de sorcier suprême, Strange est maintenant sorcier Asgard. Il y avait aussi du coup pas mal de one-shot, le one-shot de Gods par exemple aussi, une reprise des Runaways aussi. Donc il y avait quand même beaucoup de séries périphériques, Red Hulk aussi également, et un peu comme en fait les petits tie-in qu'il y a eu autour d'Imperial, Imperial pardon. C'est des séries en fait qu'on n'aurait pas pu sortir indépendamment. Et là l'idée c'était aussi d'accompagner, et puis on a été aussi accompagné donc par les blind packs qu'on a fait sur les couvertures, et aussi par le CSA qui nous a soutenus parce que il croit aussi à ce modèle de prépublication, de relancer donc de lancer plutôt un deuxième mensuel Doom World qui serait un peu le mensuel compagnon quoi, et qui nous permettait aussi de montrer la diversité de Marvel, l'univers connecté, et aussi encore une fois de proposer vraiment des séries qu'on n'aurait jamais pu proposer autrement, et quand on voit ce que aussi donc les chiffres de vente, parce qu'on n'a pas encore trop de recul, parce qu'on a là que les 3 premiers numéros. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on voit que il y a très peu de différence en fait de vente entre Marvel World et Doom World, c'est-à-dire qu'on a en gros entre 20 et 15% de perte de lecteurs, mais on a quand même très peu d'écart entre les deux quoi. Donc c'est-à-dire qu'en gros la plupart des lecteurs en tout cas achètent Doom World visiblement pour le suivre, et puis après c'était des séries qu'on n'aura pas l'occasion de rééditer autrement en fait, il y aura pas d'autre format sûrement pour beaucoup d'entre elles.
Après, je te dirais que le Doomworld aussi a profité d'un blind pack, ce qui forcément attire aussi les convoitises. C'est le cas sur le deuxième et le troisième Et numéro. après, on se rend compte que sur le numéro 2, le numéro 3, la dégradation est pas trop importante. En fait, elle est dans les standards qu'on a pu observer sur d'autres revues. Et le blind pack a permis de faire un meilleur lancement de la revue par rapport à Marvel Comics 2. Donc on est vraiment sur des chiffres similaires à Marvel Comics 1, donc qui est sorti il y a 4 ans presque maintenant. Et en plus de ça aussi, on a une attrition des ventes qui est moins forte. C'est-à-dire en fait, on a moins de pertes de lecteurs, ce qui fait il y a beaucoup plus de gens qui sont laissés tenter parce qu'il y a le côté ludique d'avoir toutes les couvertures de Doom façon Martine à la plage, mais avec le Arc de Triomphe ou des monuments à Cologne ou autres. Et donc, est-ce que c'est un peu la nouvelle baguette magique, le blind pack, parce qu'on le voit même aux États-Unis, hein, pour tous les titres qui sont un peu forts maintenant, ils y vont. T'as même d'ailleurs des éditeurs qui ne sont ni DC ni Marvel qui commencent à s'y mettre aussi. C'est un peu les 90s all over again, j'ai l'impression. Ouais, et puis c'est assez marrant parce que là, les blind packs aux US, ils ont été aussi fortement inspirés par ce qui se passe en Europe, parce que on a des points réguliers avec Marvel où on présente un peu les initiatives qu'on peut mener pays par pays. Et donc, on a présenté, il y a quelques temps de cela, on avait présenté le blind pack qu'on a fait pour Miles Morales. Ouais. Et avec la couverture unique de Sarah Pikeli. Et donc, quelques mois après, on a pu voir dans les magazines preview le fait que Marvel lançait aussi des blind packs. Donc voilà, on va dire qu'on se nourrit mutuellement. C'est qui est assez intéressant dans la relation qu'on a avec cet ayant droit. C'est qu'on se nourrit mutuellement parce qu'on a des points réguliers, on présente les initiatives, on voit ce qu'eux font aussi. Et donc, c'est toujours, je trouve, intéressant parce que ça permet d'avancer mutuellement. C'est des initiatives que vous souhaitez renouveler dans le futur, que ce soit pour un lancement d'un album ou... Ça va dépendre, en fait. Si on a l'opportunité des couvertures. Ou autre chose, mais tout va dépendre du matériel. Et si on a le matériel de qualité pour pouvoir le faire, pour qu'il y ait de l'intérêt, parce que si c'est pour faire du blind pack, il n'y a pas non plus d'intérêt. Il faut vraiment que... il y aura toujours un intérêt commercial quand même. De façon très pragmatique, ça va attirer... mais si tu veux en faire... Moins t'as cet effet surprise. Si on fait des blind packs, si on fait 3 blind packs ou 4 blind packs par mois, au bout d'un moment les gens ils vont se lasser, ils vont dire et je pense que cet aspect commercial, on l'aura pas. C'est un peu comme je trouve le collector sur le manga. C'est-à-dire que à un moment donné le collector ça a cartonné et là quand t'entends les gens sur les réseaux sociaux ou en point de vente, au bout d'un moment ils en ont un petit peu marre de voir des collecteurs dans tous les sens. Donc, il faut réussir à trouver le bon équilibre. Et si collector il y a, il faut que ce soit un collector avec tout ce qu'il faut pour faire du livre un vrai collector. Un petit plus, quoi. Dans le cas de Doom, c'était chouette parce que c'était un projet européen, c'était vraiment des variantes exclusives à l'Europe. Et puis là, on a une autre idée en tête pour un blind pack à venir. Qui sera plutôt cool aussi pour les fans nostalgiques. Donc voilà, on a des idées, mais après encore une fois, l'idée c'est pas de les multiplier 3 fois par mois. Encore une fois, c'est une bonne idée jusqu'à ce qu'elle soit un peu trop répétée, quoi. Donc pas tout de suite non plus. Faut pas trop solliciter non plus le lectorat sur ce genre de choses, quoi. Je voulais parler des poches, même si on les a un petit peu abordées avant. De ce que je comprends, donc, les poches, c'est une réussite. Tous les titres marchent. Il y en a qui fonctionnent plus que d'autres. Quel est le bilan que vous faites sur cette collection, qui continue de s'étendre, en l'occurrence, mais ça, on avait déjà fait un peu la réflexion l'année dernière sur le fait que les vagues avaient augmenté leur cadence entre les séries et les vagues de récits complets. Donc, et là, j'ai pas l'impression que ça a l'air de... Alors, ça ne change pas, ça diminue pas, ça augmente pas non plus. Là, vous gardez, on garde le même rythme. On passera pas à 10 poches par mois, mais voilà, on garde le même rythme que l'année dernière. Oui, au sein de la collection, on a des titres qui fonctionnent très très bien, genre Ultimate Spider-Man. Celui-là, c'est un carton. Ou en one shot, Secret Wars. Voilà, Secret Wars en one shot qui cartonne. Des titres après qui sont des titres de fond. Donc, c'est-à-dire que au démarrage, le premier mois était pas non plus stratosphérique, mais on vend beaucoup tous les mois. Donc, je prends le Man Logan, le Spider-Verse, la Massacrologie Deadpool. Voilà, ces titres-là, c'est des choses qui ressortent très fort chaque mois, mais il n'y a pas eu
comment dire, un gros pic de vente à la sortie, mais c'est quelque chose de fond. Et après, il y a des titres qui fonctionnent moins bien, mais qui, en termes de demande en réassort mensuel, sont plus élevés que d'autres collections qu'on peut avoir au catalogue. Donc, on va dire que globalement, moi, je dirais que tout fonctionne bien. Il n'y a pas de grosse cata. Voilà, il n'y a pas de cata en fait. On n'a pas eu de gros gadins sur une série parce qu'on a quand même pris le temps de choisir les séries qu'on allait proposer dans cette collection-là. On a même pris quelques risques. Si je reviens tout à l'heure à la sortie du film Fantastic Four, quand on a décidé aussi de sortir le Fantastic Four de Straczynski, ou Fantastic Four l'histoire d'une vie. Voilà, parce que Fantastic Four l'histoire d'une vie, c'est pas Spider-Man l'histoire d'une vie d'un point de vue potentiel de vente, mais ça reste un titre où on a réussi à bien choisir le tirage et avoir un tirage qui soit cohérent par rapport à l'office qu'on a pu réaliser sur ce titre-là. Donc l'office, c'est ce que les libraires vont commander pour le jour de la sortie. Et après le réassort, donc c'est-à-dire c'est les commandes régulières que font les libraires pour avoir un peu de stock en point de vente. Et donc voilà, donc là-dessus, on a réussi à bien piloter. Et donc voilà, donc non, c'est plutôt... Les tirages sont pas les mêmes pour tous les bouquins de la collection poche. Non, c'est vraiment adapté au potentiel. Donc là, c'est plus la partie d'Émile parce que c'est lui qui chaque mois prépare les tirages de chaque ouvrage. Et donc, pour entrer un peu dans l'envers du décor, généralement, Émile se triture le cerveau pour trouver des benchmarks au sein du catalogue. Pour trouver des flux similaires, essayer de voir combien de temps on va tenir, est-ce que c'est ce qu'on prend un risque là-dessus, est-ce que là, du coup après on va consulter donc Dalson, le diffuseur, pour la librairie, pour avoir le retour des libraires, savoir si l'objectif de mise en place qui était prévu sur le titre, est-ce qu'il va être atteint ou pas. Parce que nous on peut se dire en étant à Nice dans nos bureaux, ce titre-là, c'est ça. Ce titre-là, j'en veux 5000 en place. Sauf que après, les représ, ils prennent l'objectif, mais ils vont en point de vente et puis après, ils ont un échange avec leur libraire qui, pour plein de raisons différentes, va dire non, je vais pas t'en prendre autant ou je vais t'en prendre plus. Donc voilà, il faut réussir à trouver le bon dosage, c'est-à-dire au niveau des objectifs, trouver le bon benchmark pour pas partir sur des choses qui soient complètement délirantes. Et à la fin pouvoir le placer comme il faut et donc le tirer de façon proportionnée, je dirais. On va dire quoi, une grande partie du métier dans l'édition, ça va être le temps. En fait, c'est-à-dire comment gérer le temps, c'est-à-dire que tu es sur plusieurs temporalités, les titres qui sortent aujourd'hui en librairie, les titres qui vont sortir dans quelques semaines, qui vont arriver en retard ou pas, ou en avance ou autre, les titres que tu vas présenter pour, dans le cas présent, mai, juin, juillet, en même temps, gérer le temps du tirage parce qu'on a des délais de production qui vont varier en fonction des titres, et en même temps, le temps de la prospection parce que des fois, on peut se dire ah merde, putain, on va avoir un mauvais retour sur un bouquin et en fait on l'a déjà tiré. Est-ce qu'on peut le modifier? Donc c'est un peu le nerf de la guerre et c'est un peu ce qui des fois nous fait nous fait triturer le cerveau et qui rend l'exercice un peu compliqué, surtout qu'on a des parutions aussi variées avec des collections et des licences aussi différentes. Alors par contre la conséquence du succès des poches, c'est que il y a quand même pas mal de titres maintenant qui sont en commun avec les must-have. Et de ce que j'ai compris, alors la collection must-have maintenant elle est définitivement arrêtée. En fait, il y aura plus de nouveaux ajouts là-dedans. Il y aura plus de nouveaux ajouts dans la collection. Je vais pas tirer sur la corde. Mais parce que comment dire. Après, c'était quoi? Il y a combien? Il y a 200 références au film? Non, il y en a plus d'une centaine. Je crois que l'année qu'on a sorti lors de Ville Jaune, je crois que c'était le 104e ou 108e, un truc dans le genre, peut-être. Ouais, c'est une collection qu'on a lancée en juillet 2020, de mémoire, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on s'est rendu compte au fil des années que l'intérêt de la collection baissait. Et c'est une collection pour laquelle on avait de plus en plus de mal à réimprimer. 122. Pour avoir entendu le podcast avec François Hercouet, ils ont les mêmes problématiques à un moment donné pour rendre disponible des contenus parce que ça devient compliqué de réimprimer. Et donc, sur cette collection Must Have, on a été dans cette situation-là. Et donc, il y a des titres qu'on a réussi à réimprimer parce que le flux est assez important, mais d'autres qu'on n'arrive pas à réimprimer, qui sont des titres importants.
Et donc, d'où, à côté, on avait une collection qu'on venait de lancer, la collection Poche, qui trouvait son public, son rythme de croisière. Et donc, on était à la croisée des chemins. C'était se dire, soit le titre, il disparaît parce qu'on n'arrive pas à le réimprimer dans la collection Must Have, soit on lui donne une autre vie. Et donc, le format Poche était le format intéressant. Parce que c'est un format qu'on arrive plus facilement à rendre disponible parce que les flux de réassort sont importants du fait du positionnement prix attractif. Et donc voilà. Mais en tout cas, la collection Must Have existe toujours, elle disparaît pas. C'est juste que si les bouquins sont, il y a plus de stock, il y aura plus de réimpression. Voilà. Donc à terme, oui. Si je prends un exemple, on a Holman Logan qui est aujourd'hui en rupture en Must Have, mais qui est maintenant présent en poche. Et qui va revenir bientôt, si c'est pas déjà le cas. On l'a reçu ce matin, mais il sort au bureau, mais qui revient en Deluxe aussi. Ouais. Donc voilà, donc comme ça, il y a la version cartonnée grand format et le petit format souple pour quelqu'un qui va plutôt rechercher du prix. Ouais. Et dans le cas d'Holman Logan, c'est aussi que c'est une nouvelle édition avec la nouvelle maquette qui n'avait pas été faite depuis parce qu'on était encore sur l'ancienne édition en Deluxe jusqu'ici, et aussi pour accompagner le fait qu'on ait réédité le Lemire Sorrentino également. Donc c'est aussi, en fait, je dis pas qu'on prend les décisions toujours pour 3 ou 4 raisons différentes, mais il y a aussi ça où des fois on arrive aussi à trouver des slots aussi pour arriver à rééditer et aussi avoir une cohérence éditoriale par rapport à ça. Et aussi pour compléter également le fait que des poches aient plus intérêt des fois que des must-have, c'est que par exemple réimprimer un must-have du run de Straczynski ou d'Ultimate Spider-Man, alors qu'on a tout de la collection disponible aussi également, a plus intérêt d'un point de vue lecteur, puisque il pourra avoir la collection complète en poche, là où en fait le must-have ce sera juste un petit pied à l'étrier, mais pas forcément voilà. Oui, parce qu'il n'y avait pas de série, les must-have, c'était à chaque fois un récit complet ou un arc présenté tel quel. C'était aussi le but de la collection Poche aussi, c'était faire la liaison parfaite entre la totalité des épisodes présents comme un omnibus, mais avec l'accessibilité en fait du must-have. Et après, il y a aussi une évolution du marché, c'est-à-dire que le must-have était pris en sandwich entre la nouvelle collection Poche qui venait d'être lancée et les Deluxe de l'autre. Oui, il avait plus de raison d'être. C'est comme dans plein d'autres secteurs d'activité, quand on est au milieu, ça marche pas en fait. Ouais. Non. Et puis de façon très pragmatique aussi, la collection must-have en fait a, à mon sens, perdu rapidement en fait sa raison d'être quand sa gamme de prix a augmenté en fait avec les augmentations qu'il y a eu post-Covid, ou alors que l'argument de vente qui était d'avoir des albums complets à 15 €, en fait c'est perdu avec ça. Et donc là, d'autant plus quand t'as maintenant l'offre Poche qui propose le même type de récit, sinon même plus long et avec un prix plus attractif, ou les Deluxe qui sont plus chers mais qui ont un plus grand format, un plus grand travail sur l'objet. Oui, effectivement, le milieu de gamme se perd, et ça, de toute façon, c'est même ce qui se traduit aussi par le fait que certaines séries maintenant qui sont prépubliées dans le Marvel World arrivent ensuite directement en Deluxe et ne passent plus par la case 100%, puisque c'est un format aujourd'hui, compte tenu des coûts de production et des prix de vente, en fait, n'a plus beaucoup de raisons d'être quand c'est pas des projets qui ne sont pensés que pour ce format. Oui, et puis pour en revenir avec le début de la conversation, au début de l'entretien, on parlait des autres pays, les différences. Les autres pays, eux, trouvent la collection Must-Have fonctionne bien, parce que c'est des pays qui pour lesquels le Must-Have c'était un format de publication cartonné en fait. Donc les collègues espagnols, ils ont fait des Must-Have et des Must-Have de Must-Have en fait. Et avec des must-have avec des suites, genre New Avengers de Bendis en totalité. Ils sont tous en must-have. Exactement. Mais parce que leur marché est différent, c'est-à-dire qu'ils ont un format de prépublication similaire aux États-Unis, et après ils sont passés là-dessus. Nous, vu qu'on avait déjà tout qui était en cartonné dans plein de collections cartonnées, on n'avait pas on avait plus besoin là sur le marché en fait. Donc du coup, d'où ce switch qui a été opéré. Mais voilà, il y a encore beaucoup de titres dans la collection Must-Have qui sont encore disponibles. Ouais. Je faisais encore un point ce matin sur les stocks, parce que vu que c'est des collections qui sont suivies par les collègues à l'étranger, on nous demande si on veut refaire des réimpressions avec eux. Et donc je suis remis dans les stocks, et effectivement on n'avait pas besoin de les suivre parce qu'on avait encore du stock sur
beaucoup de titres. Ce qui nous a pas empêché de faire des belles sorties, je crois que c'était cette année, Marvel Boy par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est une collection qui est encore vivante à date, parce qu'il y a des merveilles dedans, quoi. Oui, on n'était pas en train de faire son oraison funèbre. Mais après, on voit, Marvel Boy, oui, effectivement, on l'a sorti, mais voilà, le niveau des ventes, malheureusement, on voit que ça suit pas derrière. Bah, c'est de la niche. C'est de la niche, et dans un produit qui se trouve un peu en milieu de gamme, donc voilà. Oui, ça allait pas décoller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, on n'a pas prévu de nouvelles sorties dans la collection Must-Have. Ouais. On reste sur l'existant, et puis je pense qu'on a été très loin dans les Must-Have, parce que pour moi, Must-Have, c'est un nombre. Oui, si à partir du moment où tu mets dans tes must-have plein d'autres trucs qui ne sont pas considérés comme les vrais indispensables, oui, même dans l'intitulé, en fait, il y a plus trop de raisons d'être. Voilà, donc il fallait à un moment donné arrêter, et donc on a décidé arrêter. Ça a crevé le cœur de Mathéo, mais une pensée à lui, à son petit cœur. Comment ça se passe du côté des X-Men? Donc il y a eu la relance From the Ashes. C'est ça. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce que les gens ont repris vu que c'était un nouveau numéro 1, ou est-ce que le fait que ce soit plus un projet aussi coordonné et consistant, on va dire, en tout cas cohésif, que l'ère Krakoa a provoqué un départ des gens? Est-ce que vous en êtes encore satisfait? Est-ce que vous avez revu les tirages à la baisse? Ça fait beaucoup de questions. Ouais, dans l'ordre, en gros, pour résumer, on va dire From the Ashes n'est pas Krakoa. C'est-à-dire que on a comment dire, sur les premiers numéros, ils ont pas mal marché de mémoire. Néanmoins, il y a quand même eu un décrochage qui a eu lieu un peu plus rapidement. Et donc, du coup, oui, c'est des tirages qu'on a un peu plus revu à la baisse. C'est pour ça que là, on a la relance là qui arrive avec l'événement anniversaire en hommage à Apocalypse, donc l'ère de révélation, qui arrivera pour 7 numéros, si je dis pas de bêtises. Et donc avait suivi après logiquement ce que s'appelle Shadow from the Past, je crois. Un truc comme ça, oui. Et donc on voit que là, bon, il y a c'est des airs qui sont moins cohérentes que côté Krakoa, parce qu'on a plus de séries. Néanmoins, je dois avouer que j'étais très surpris en fait de la qualité, notamment de pas mal de séries en fait sur des personnages individuels. Je pense que c'est plus ça la force de cette série-là, enfin de cette vague-là d'X-Men par rapport à la série Krakoa, où Krakoa c'était vraiment une vision d'ensemble, un truc vraiment très on va encore faire les clichés sur Hickman, mais le côté très architecte, tout ça, donc pas mal de choses assez imbriquées les unes avec les autres. Et là, on est plus sur des récits qui individuellement ont leur qualité ou leurs défauts propres en fait à chaque série. Mais par contre, je trouve des bonnes surprises comme Storm, New York X-Men ou Exceptional X-Men. Mais les séries principales, j'ai l'impression, font moins l'unanimité que ne pouvaient le faire en fait les séries d'Alewing, Hickman ou Gillen. Donc je pense que c'est ça la principale différence. Néanmoins, une fois qu'on s'est ajusté par rapport à on va dire à la nouvelle demande, on va dire par rapport à ces périodiques, on a quand même très peu de différence de vente après d'un numéro à l'autre, parce que pour le coup je pense que Aurélien en fait partie. Les mutants sont quand même très à part chez Marvel, même si là, évidemment, il y a une volonté de les intégrer plus dans la continuité Marvel. Ça reste une famille à part, et on a quand même un public qui est très content de retrouver tous les mois l'intégralité des publications mutantes dans seulement 2 revues. Ce qui fait que voilà, encore plus maintenant où on rééditera pas tout en deluxe. Je pense que pour 32 €, on a quand même beaucoup de lectures devant soi, et les fans d'X-Men en tout cas sont très contents puisqu'ils suivent tout. Donc il n'y a jamais eu une volonté, même au moment de cette nouvelle ère, ou même juste de réduire un mensuel en fait, en se disant non, en fait on va garder vraiment que les flagships, et les autres non, parce que tant pis, parce que il y a pas assez de gens. Non, parce que dans notre logique aussi éditoriale, l'idée c'était quand même de proposer à nos lecteurs en fait toute la diversité, proposer le maximum de choses qui sortent par rapport à cet univers de produits-là. Donc, c'est plus simple. Il y a tout le temps, en fait, littéralement. Donc, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Et quand tu as un crossover comme Grey Malkin, imaginons, on avait fait le choix de sortir X-Men de Jen McKay et pas une Uncanny X-Men. On n'aurait pas pu publier des crossovers qu'il y a eu, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et honnêtement, je trouve que c'est aussi beaucoup plus lisible comme ça, avec ce que je disais plus tôt sur le fait aussi de lisser l'offre avec des noms de revues assez identifiables et assez compréhensibles pour tout le monde.
Ouais. C'est un peu la force de ce format-là aussi, en fait, Ouais. qui est né, je me rappelle, pendant le Covid, je me rappelle de réunions à la maison, en train de réfléchir à comment on allait publier les X-Men. On a vu qu'en TP, ça sortait ensemble et on s'est dit, why not, pourquoi pas faire ça comme ça. Donc, c'était un peu une prise de risque à l'époque, parce qu'on parlait d'un gros softcover à 16 € avec une édition cartonnée à côté. On savait pas trop où on allait et finalement c'est un format qui a réussi à trouver sa place et qui nous permet finalement de publier beaucoup de choses. Donc je trouve ça, voilà. Ouais, surtout que par rapport à une époque où moi, quand je suis arrivé et que j'essayais de me mettre dedans, il y avait 10 milliards de softcovers avec des noms comme X-Men, X-Men Extra, X-Men Extra hors série, Wolverine hors série. Enfin, il y en avait vraiment dans tous les sens. Et financièrement, en plus, ça revenait quasiment en fait à plus de 10 € pour tout lire en fait, tout ce qui est X-Men. Et en général, comment dire, on a fait le choix de privilégier d'abord les fans des mutants avec cette offre-là, qui est vraiment pour les fanatiques des mutants, et ensuite après de faire un peu plus de cherry picking au niveau des contenus et de proposer en deluxe le meilleur du meilleur pour qu'après les gens qui ne veulent suivre et ne pas forcément s'investir autant puissent après choisir la série un peu plus tard. Mais là, pour le coup de ça, c'est d'attendre un peu quelques temps. D'accord, ouais. Alors, est-ce que les sorties ciné ou télé même de l'année dernière ont eu des impacts? Bon, j'ai cru comprendre qu'apparemment pour les 4 Fantastiques, donc sur les poches ça a fonctionné. Vous avez vu quelque chose de similaire sur les autres formats parce qu'il y a des Fantastic Four un peu dans d'autres titres aussi. Est-ce que Daredevil ça a relancé de l'intérêt pour les albums Daredevil? Il n'y a jamais eu trop de baisse d'intérêt sur Daredevil pour le coup. Non, Daredevil, après on l'a vu sur le must-have qu'on avait remis en avant pour la sortie Born Again, du film, qu'on avait renommé Daredevil Born Again. Ouais. Donc là pour le coup on l'a vu, et non, c'est surtout sur les Fantastic Four, parce que sur Thunderbolt ça n'avait pas grand chose. Oui, c'est vrai que tu vois, je les avais même. On avait juste un 100% et on avait un nouveau tome de l'omnibus et on avait des Deluxe. Et l'anthologie, nous sommes les Thunderbolts quand même. Non, vous avez quand même sorti 4-5 bouquins différents. Bon, après, je pense que c'est vraiment plus le film qui fait qui a fait les ventes, un peu comme Superman chez Urban, qui a permis de permettre Gamme de Poche, qui était lancé en début d'année, je crois, au moment d'Angoulême, de fonctionner. Idem aussi pour Supergirl aussi, à un moment donné, qui a aussi profité de l'exposition du film pour se vendre. Et nous, sur les 4 Fantastiques, c'est effectivement la sortie du film, parce que mine de rien, il y a quand même eu de la part de Disney gros investissement marketing pour assurer la promotion du film. On le voyait un peu partout quand il est sorti. Moi, je voyais en voiture au bureau tous les abribus avec de l'affichage. Et donc forcément, vu que c'était une famille qu'on voyait plus depuis longtemps en fait sur le devant de la scène, ça a permis de remettre en avant beaucoup de choses. Et nous, effectivement, les titres qui ont fonctionné à ce moment-là, c'est les poches, mais aussi du coup le Deluxe qu'on vient de sortir en début d'année, qui pour le coup de Ryan North. Ouais. C'était moi le fou du bus qui chantait le thème de Gakino tous les matins au bureau pour le KDFF, que je trouve plutôt chouette. Mais non, en tout cas, dans le cas du grain de Ryan North, on était en rupture sur le tome 1. On a remis en vente avec une réimpression pour le tome 2. Le tome 2 aussi, après, on était un peu surpris à chaque fois par le succès en fait, encore une fois, on venait d'une période où on avait vraiment fini les séries de Dan Slott un peu plus dans la douleur. Et là, on est très, très agréablement surpris, en fait, vraiment par déjà, évidemment, la série est très bonne. Je trouve que c'est Aurélien qui me contredira. Mais aussi, par la bonne réception de celle-ci. Et puis, ça rejoint aussi le fait de l'intégrer aussi dans Marvel World pour que d'autres personnes en profitent autrement qu'en Deluxe. Donc non, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, il y a eu un effet FF et puis et qui sera peut-être pas terminé, parce que même indirectement, du coup, les FF sont dans Secret Wars, donc la série de Hickman, et donc on voit que niveau depuis l'annonce de Secret Wars en tant que film, ça marche bien en poche, et que peut-être justement on arrivera aussi à encore avoir un autre public qui va continuer de venir sur Secret Wars, puisque on sait très bien que ça va être ce qui va nous occuper dans les 2 prochaines années, puisque je crois qu'il c'est d'abord Doomsday et ensuite Secret Wars. Pas Doomsday en fin d'année et les Secret Wars ensuite, quoi. S'il est maintenu, s'ils arrivent à maintenir leur date de sortie et que Doomsday fait pas. Le compte à rebours, donc. Oui, c'est vrai. quand même très engageant, quand même. Ouais, ils ont de la bande passante pour faire le compte à rebours sur 11 mois en temps réel. Ils ont, après ça va, c'est la première firme du monde, donc ils peuvent se la payer.
il y a eu quand même un retour en kiosque, vraiment, de Panini cette année, avec les même de single issues, hein, avec le numéro maillot de bain et le numéro 4 fantastique spécial, justement, qui est lié, au film. Et Rivals aussi. Et les 2 Rivals, effectivement, c'est vrai. Pourquoi ces numéros en particulier alors? Qu'est-ce qui a motivé de faire ces numéros spéciaux? En fait, ce que c'était lié aussi, c'est des choses quand on a eu les previews Marvel, quand on les a reçus, je prends Marvel maillot de bain, quand on l'a reçu, ça nous laissait peu de temps. En fait, on a déjà présenté les programmes d'été à notre diffuseur, donc on pouvait plus les intégrer dans les programmes en librairie à ce moment-là. Et vu que c'était un numéro spécial maillot de bain, on n'avait pas le choix. L'avantage du kiosque, c'est qu'on peut quasiment vendre la veille pour le lendemain. Donc en termes de transformation, c'était plus simple. Et Fantastic Four premier pas, c'était pareil. C'était la même logique, c'est-à-dire que quand on a découvert qu'il y avait ce contenu-là qui sortait pour la sortie du film aux États-Unis, nous c'était déjà plié. C'était soit on attendait le programme de fin d'année pour le présenter, mais ce qui aurait peut-être été un peu tard parce qu'on aurait été encore très loin en fait de l'actualité. Et donc c'est pour ça qu'on l'a sorti en kiosque. Et c'était aussi pour nous aussi un moyen de faire un test, de voir si arriver avec de l'inédit en kiosque, est-ce que ça permettait de revendre à nouveau des quantités intéressantes ou pas pour ce réseau. Voilà, je dirais que c'est ces 2 raisons-là, en fait. C'était pouvoir refaire un test en kiosque avec l'inédit sur un format accessible d'un point de vue prix. Et deuxième point, c'était aussi l'actualité Marvel du moment, qui fait que par rapport au délai qu'on a par rapport aux présentations diffuseurs, on n'était pas dans les timings pour pouvoir le mettre en librairie au moment voulu, en fait. C'est vrai que Marvel, vous avez pas prévenu forcément suffisamment longtemps avant. Alors, on reçoit les previews en amont que les gens qui vont en librairie SP récupèrent le preview. Mais là, par exemple, là, on a étudié un preview qui était le preview du mois d'avril. Sauf que le programme de mars-avril, on l'a déjà présenté. Déjà, là, on est déjà sur mai, juin, juillet. Oui. Donc, qu'on présente à partir de la semaine prochaine déjà à certains réseaux. On peut avoir des infos en amont, mais après, tant qu'elles sont pas dans les previews un peu exclusifs qu'on a en amont du grand public, on peut pas tabler sur une sortie ou autre. On peut espérer en fait qu'il soit bien confirmé. Et voilà. Par exemple, on a eu des projets, typiquement là, sur 2026, le Quesada, on entend parler depuis des années, mais il était confirmé que depuis peu de temps en fait, est sorti depuis peu de temps. Donc c'est par exemple voilà ce genre de choses que le preview permet de confirmer, et évidemment pour des raisons de confidentialité, notamment liées au film, et puis il y a pas mal de raisons qui dépassent aussi, je pense, Marvel Comics tout court, vu que là on parle aussi des films. Il y a des choses qu'on n'est pas forcément tenu parce que pour des raisons de NDA ou je sais plus quel terme anglais. Voilà. Non, mais puis après, de toute façon, le preview permet aussi de valider des dates de sortie. Exactement aussi. Ouais. Parce qu'on peut nous parler d'un projet, mais si je prends une série qu'on a sortie cette année, Alien vs Avengers, on est typiquement là-dedans, hein, c'est-à-dire que on pensait le sortir beaucoup plus tôt dans l'année, et on regardait les previews, il y a pas le prochain numéro, mince. Toujours pas le prochain numéro. Ouais. Et voilà, et donc du coup le preview nous permet finalement d'ancrer dans le temps la date officielle de sortie du puis aux US. On en connaît en face qui ont le même problème avec un certain Jim Lee, je crois, qui pensait aussi sortir des bouquins plus rapidement. Mais du coup, le verdict, ça a marché alors ou pas? Parce que tu disais que vous vouliez tester un peu de nouveau tester cette offre. On va dire que c'est mitigé en fait au niveau résultat, parce que clairement on n'est pas dans un niveau de vente qui nous permet de viser la rentabilité sur ces projets-là. Donc on a tenté, donc on va continuer parce qu'on est quand même un peu persévérant, donc on se dit il faut qu'on continue à faire des efforts. Donc là, on est en train de voir ce qu'on pourrait proposer comme contenu dans les mois à venir pour essayer de créer un peu des rendez-vous un peu plus réguliers. Mais de toute façon, ça restera sur des one-shots. On va pas partir sur des séries, parce que c'est vraiment trop compliqué ce marché du casque. Il y a une volatilité,
des demandes en fait sur place, ce qui fait que c'est très compliqué à prévoir. Par exemple, tu vas vendre 3 exemplaires dans un relais d'hiver, genre dans un gare de je sais pas quoi de telle ville, mais tu l'as vendu parce qu'il y avait telle ou telle personne qui prenait le train à ce moment-là et qui l'a acheté. Du coup, tu vas en mettre 3 pour un numéro similaire ou quelques mois plus tard, mais ces personnes-là ne repasseront pas par là. Ce qui fait que c'est très dur en fait de se constituer une base solide sur laquelle s'appuyer et aussi de créer un rendez-vous qui n'existe plus en fait. Aussi également en chaos. Donc c'est toutes ces raisons-là en fait, tout à fait aussi logistiques et même organisationnelles qui font que c'est compliqué quand il y a ce qu'on appelle un réglage, une répartition côté presse, parce que c'est des demandes qui sont difficiles à prévoir en fait, honnêtement. Puis c'est aussi le rayon comics en presse. Ouais. Faut s'accrocher pour le trouver. Moi, le nombre de fois où je passe dans un kiosque et je cherche les comics, il faut faut mettre beaucoup faut prendre la machette et ouais, c'est ça, il faut pousser beaucoup de livres pour les trouver parce qu'il y a quand même aussi une saturation de ce réseau-là, et se faire la visibilité au sein de ce réseau est quand même assez compliqué. Oui, je suis plutôt d'accord. Quand je passe dans des kiosques de gare, après moi justement, je fais partie de ces gens qui prennent les trains justement, donc qui regardent à chaque fois en attendant le train et bon, c'est quoi l'offre du moment. Mais alors en l'occurrence notamment par contre le Fantastic Four et le maillot de bain cet été, je sais pas s'il y avait eu un problème de distribution ou pas, mais même sur Paris par contre j'ai fait vraiment une demi-douzaine de kiosques différents avant de réussir à les trouver, donc je sais pas si ça traduit le fait effectivement que même en termes de distribution alors ça devient compliqué, c'est juste qu'il y avait en plus on avait les 2 premières semaines de vente étaient plutôt bonnes. Ouais. Donc je pense que c'est que voilà, il y a des gens qui étaient un peu au rendez-vous là-dessus, sauf qu'après ça s'est vachement effrité parce qu'on a pareil, chaque semaine on reçoit un panel de la part de notre distributeur presse qui est les Messageries Lyonnaises, MLP. Et donc du coup ça permet de suivre. Donc en fait les 2 titres étaient bien partis et après on s'est rendu compte que on en vendait de moins en moins chaque semaine et donc je pense qu'en fait les gens qui étaient vraiment intéressés sont rués dessus dès les premières semaines, et après voilà on avait atteint le potentiel je pense du réseau. Donc voilà, mais bon en tout cas on va persévérer l'année prochaine et on a un plan, on est en train de réfléchir avec Mathéo voir ce qu'on pourrait proposer au sein de ce réseau pour 2026. Ok, très bien. Il y a une question quand même primordiale qui est peut-être la question la plus importante qui sera posée dans ce podcast. J'avais vu le truc venir. Est-ce que It's Jeff a eu le succès qu'il mérite? Est-ce que vous en avez fait vendre des palettes de ce petit requin? J'aurais bien aimé, mais non, on va dire qu'on est quand même plutôt content parce que on a augmenté le tirage par rapport à ce qu'on avait prévu au moment du budget. Oui, parce que justement, en rayon de tirage, c'était très compliqué de convaincre le chef C'est pas moi, c'est le chef encore au-dessus. de se dire, en fait, c'est un requin qui parle et c'est pour ça qu'on va vendre beaucoup. Il parle pas tant que ça, mais il est mignon. Il est mignon, il marche, il mange. Pardon. Ouais, ce qu'on disait. Non, les blagues à part. Après, voilà, on a commencé un peu au moment du tirage à regarder les prévisions de mise en place et on était au-dessus de nos objectifs. Ouais. Donc ça veut dire que même les libraires croyaient en Jeff, comme le nouveau Messi. J'ai même eu vent d'une projet de couverture variante dessus. Non, mais blague à part, on a été quasiment à l'office en rupture sur le titre. Bon, après, on a tiré 3000 exemplaires, je crois. Ce qui est déjà pour de la jeunesse. Sur ce personnage que les gens connaissent pour certains au travers Marvel Rivals, mais pour le reste de la population, il est complètement inconnu. Et donc on a été en rupture au bout d'une semaine, je crois, dessus. Et bizarrement, en fait, on attend les retours pour pouvoir avoir du retour en stock et pouvoir répondre à des demandes qu'on a aujourd'hui. Et on les voit pas revenir, en fait, les exemplaires. Ah. Donc les libraires les laissent quand même en rayon parce qu'ils se disent quand même c'est... ou ce qui se passe aussi, c'est que quand on regarde nous les panels GFK, on a aussi une différence entre le chiffre GFK et ce que nous on peut aussi lire dans nos outils de distribution Hachette. Donc ça veut dire que aujourd'hui il y a aussi beaucoup de librairies qui rentrent pas dans les panels GFK, qui sont pas panélisés. Par exemple, si vous faites une couverture variante avec Pulps,
pour pas les nommer, ou d'autres librairies, par exemple type CSA. Donc vous allez en fait ne pas trouver les ventes sur GFK, par exemple, parce qu'elles Oui, elles sont seront pas pénalisées. compatibilisées. Ouais. C'est pas que vous n'avez pas vendu, c'est que dans les faits, vous n'avez pas de retour. En fait, en anglais, ça va être la différence entre sell-in et sell-out, où en gros, on va avoir des ventes ou des exemplaires en distribution plutôt, et des exemplaires qui sont vendus au client final. Donc là, c'est GFK. Et pour le coup, ouais, il y a des librairies qui l'ont sûrement vendu, mais qui ne sont pas affichées donc sur GFK. Donc où sont-ils? Donc en tout cas, voilà, Ils sont pour en vendus. revenir à Jeff, donc le premier BD qu'on a sorti, on est plutôt très content, et donc on en retrouvera d'autres en 2026. Mm. Donc il va continuer à se faire sa place au sein de notre catalogue. Avant l'omnibus. L'absolute. Prends des cours de dessin, on te laisse la variante si tu veux. La version métallisée. Les stickers. Attends, tu rigoles, mais hier j'étais au L'album de collection Panini. Ouais. hier j'étais au service production de Panini, et j'ai vu une super cover Marvel DC effet métallisé avec effet poil sur Crypto, et l'effet un effet un peu durex sur la peau de. Attends, c'est la Momoko? de requin. Hein? C'est la Momoko? Je crois, ouais. Ah putain, j'aurais dû la choper. Et bon, bref, Waouh. magnifique. Ça va très très loin les effets de Fab en Italie alors. Ouais. Ok, incroyable. Faudra que j'aille en Italie. Écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, en plus pour la couverture avec Crypto et bah oui, c'est celle de Pichumoko. Ok, trop bien. Faites ça en France, je sais pas. Motivez-vous le CSA, là, faites-nous quelque chose. Ensuite, un autre, parmi les deux derniers points pour la partie bilan, on a vu un petit peu se multiplier aussi certains projets spéciaux, enfin avec des formats spéciaux comme le livre de Fatalis, l'édition dite Grimoire que vous faites pour Strange Academy. Donc on voit aussi que vous, à l'instar un peu des Colors en fait, qui font vraiment beaux livres avec l'effet cuir, vous développez plus sur ce marché un petit peu du livre objet qui est vraiment plus pour les collectionneurs et qui sort généralement en fin d'année parce que ça fait forcément un cadeau idéal pour les fêtes. Ouais. Mais c'est quelque chose en fait qu'on a testé il y a quelques années quand on avait sorti le journal de Kenobi. Oui. Pour la sortie de la série Obi-Wan. Donc on avait repris des contenus issus de la série Star Wars qu'on avait présenté dans un livre avec une couverture simili-cuir avec les écritures. Oui, dans une langue de Star Wars, on va dire. Voilà. Et en fait, le titre a super bien fonctionné. On a été en rupture très rapidement. On a réédité après quand on a sorti le Daredevil Yellow avec pareil belle couverture, etc. Et donc, fort de ces succès, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et donc l'idée c'était d'arriver, mais pas non plus chercher à pousser les projets, garder une certaine cohérence. C'est-à-dire que quand on sort le livre de Fatalis, forcément on se dit le livre de Fatalis, pourquoi on ferait pas un grimoire en fait, quelque chose qui ressemble un peu à un grimoire, ça a du sens. Strange Academy, voilà aussi ça a du sens. Et donc l'idée vient en fonction des projets, et c'est quelque chose qui plaît parce que on est tous un peu collectionneurs et on a tous envie d'avoir aussi des beaux livres à exposer ou mettre sur une table, et donc voilà, c'est parti un peu de ce point de vue-là. Et donc oui, après, je sais, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas prévu pour l'année prochaine, à part un tome 2 du Strange Academy. Mais voilà, c'est des choses qui viendront en fonction des opportunités et de les choses auxquelles on pense. Et aussi quand même, en fait, en cette fin d'année, on avait eu Mathieu Bablet quand même pour une couverture du Daredevil Cold Day in Hell. Comment vous êtes allé le récupérer? Après, je sais qu'il avait déjà collaboré avec vous sur Planète. Oui, tout à fait. Il y a quelques temps, il avait fait une couverture variante pour, une jaquette variante peut-être. Oui, c'était une jaquette, et une préface. Pour le manga Planète. Donc, fort de ce premier contact, vous vous êtes dit qu'il fallait aller le chercher lui plutôt qu'un autre, parce que vous auriez pu demander à plein d'autres artistes français même que Mathieu Bablet. Donc, en fait, c'est déjà un artiste qu'avec Émile on adore à titre perso. Ouais. Et en fait, Mathieu, je suis allé le voir à Angoulême l'année dernière. Voilà, il était en dédicace. Et du coup, j'avais vu des choses qu'il avait fait sur Internet autour de Daredevil. Et pour moi, c'était une évidence. Et je discutais avec lui en lui demandant si ça l'intéresserait.
Il m'a dit pourquoi pas. Là, j'ai un projet qui me prend un peu de temps. C'était Silent Genie en fait qui était en train de terminer. Et il m'a dit une fois que j'ai terminé Silent Genie, pourquoi pas. Et donc du coup, de là, on a proposé son nom. Et Nicolas Peruzzi, un collègue italien qui travaille pour le marché italien. Pareil, il adore le travail de Mathieu Bablé. Et donc, du coup, on a réussi à collaborer avec lui. Et donc, sa couverture est sortie chez nous en fin d'année. Et elle sort en ce début d'année aussi en Italie. Ouais, j'ai vu la maquette, très belle. Donc voilà, mais sinon, c'est une évidence. Puis c'est une personne qui est tellement gentille et tellement attachante que voilà, c'était... Ouais, il y a des envies de poursuivre ces efforts parce que je sais pas si ça demande aussi, j'imagine que ça demande peut-être des travaux de validation avec Marvel, forcément, vu qu'on utilise ces personnages. Qu'aujourd'hui, oui, il faut introduire toutes ces personnes-là auprès de Marvel, et parce que c'est quand même Marvel qui gère tout son univers, et donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place, et je pense qu'on aura encore, on risque de voir d'autres choses arriver, peut-être en 2026. Peut-être. Et par peut-être, tu veux dire oui. C'est comme ça que tu t'exprimes. On verra l'année prochaine quand on fera le bilan. Ça marche. Surprenez-moi. Et donc, par contre, le dernier truc pour 2025, c'était il y a eu quelques titres de Mark Millar, mais 2025, il n'y a pas eu d'indé. Si, un. Death Vigil. Ah oui, pardon, fille de Stéphane Sejic. Effectivement, c'est bien de me corriger. Mais disons qu'il n'y a eu qu'un seul indé, ce qui n'est pas non plus énorme, monsieur Schmitt. Suivi d'auteur aussi, comme on fait sur Millar. Mais c'est vrai que 2025, on a, de toute façon, on avait déjà pu l'aborder, je pense, dans les précédents podcasts, mais on a déjà beaucoup de choses à faire sur le catalogue les catalogues en tant que tels. Et puis, on fonctionne beaucoup coup de cœur en indé. Et aussi au projet. Et puis aussi, on n'a pas forcément vocation éditoriale et financière aussi à des fois, à surenchérir dans des projets où des fois on se dit en fait on a déjà beaucoup de choses à faire. On fait des propositions parce qu'on lit quand même beaucoup de choses à côté. Il y a des choses qui nous plaisent, qu'on aimerait faire, mais bon, on se retrouve en concurrence avec d'autres concurrents. Et à un moment donné, c'est de peser le pour et le contre, parce que on doit rendre des comptes en interne. Et voilà, il y a quand même aussi une logique financière aussi derrière tout ça. Donc des fois, il y a des titres qu'on adorerait avoir, mais bon, faut se faire des fois une raison de se dire autant le laisser et puis voilà, on le lira chez quelqu'un d'autre. Donc, mais à côté de ça, on a quand même sur 2025, donc il y avait Death Vigil, mais après il y a des titres autres qui sont sortis, il y a des titres Cyberpunk qui sont sortis, qui sont indés aussi, encore du Minecraft qui est sorti, ce qui est pas de l'indé au sens indé. Vous ne me ferez pas dire que Minecraft et Cyberpunk c'est de l'indé en tant que vu les équipes artistiques, en tout cas, c'est quand même mais qui sont appuyés sur des licences jeux vidéo qui ont eu des prix aux États-Unis par rapport à des titres chez des éditeurs en dehors du Big Two en tout cas. Non, mais c'est pas parce que c'est mal, c'est pas parce que c'est une licence que ça peut pas être bien fait, mais c'est juste que ce n'est vraiment pas de l'indé en tant que tel, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est content sur 2026. On a quand même, pendant ce temps-là, continué à œuvrer et on a réussi à récupérer des titres pour lesquels, on avait quand même une forte affinité. Et donc, on aura des titres qui vont arriver sur 2026 et qu'on va présenter normalement. Bientôt, une partie dans les big news qui arrivent et puis d'autres mais d'autres pas tout de suite et puis d'autres en exclusivité dans quelques minutes. Exactement, puisque ça me permet de faire la transition et je propose qu'on commence par ça tant qu'à faire, puisque j'ai ouï dire qu'il y aurait plus d'indés en 2026 donc chez Panini Comics. Alors qu'on fasse par ordre chronologique ou par auteur par ordre chronologique plutôt, je pense que ce sera alors déjà ce sera mieux. Si j'oublie rien, normalement on a déjà Feral, Firo, j'ai appris qu'on disait comme ça. Donc de Tony Flix et Trish Fortner. Donc dans la logique aussi d'auteur qu'on avait, parce qu'on a déjà Tony Flix, on aime bien ce qu'il fait chez Marvel, avec la chose notamment dont tu as pu parler Jeff juste avant, mais aussi avec évidemment Stray Dogs, qui était un one shot aussi qui mélangeait donc serial killer et chien. Et là on passe côté Team Chat, avec cette fois un récit plus d'infectés. Et surtout une ongoing, que nous on a décidé de regrouper en volume double,
donc format de luxe, et avec Feral, donc qui sortira et qui est vraiment, je trouve, encore un cran au-dessus de Stray Dogs en termes de narration et en termes de violence, parce que faut pas trop s'attacher aux petits chats. Et autres animaux qui vont vraiment passer un sale quart d'heure, et un peu à l'instar de Stray Dogs, on a aussi choisi d'accompagner aussi et ça rejoint un peu aussi ce qu'on a fait sur Daredevil Golden Hell avec la couverture de Mathieu Bablé, qui visait aussi à attirer l'attention d'un autre public. Là sur Feral, on va aussi avoir des couvertures de jeunes, ou plutôt bientôt expérimentés en tout cas réalisateurs, et de films déjà en fait pas cultes, mais disons en tout cas de classiques modernes de l'horreur, avec une couverture donc de The Witch de Robert Eggers et une couverture de Barbare de évidemment Zach Krager. Voilà, qui a faut bien comprendre que c'est pas les réalisateurs qui font les couvertures. Oui, voilà, c'est des couvertures en hommage à ces films, mais c'est pas Robert Eggers qui en fait est un super dessinateur et fait des couvertures variantes. Il y a une super idée en tout cas. Mais en tout cas, ouais, donc on a le poster de The Witch en version chat, et Feral et Barbare, avec donc le réalisateur qui a notamment signé des cartons de l'été qui étaient évanouis. Weapons en voilà, vue, ouais. Et qui étaient donc deux très chouettes films, et donc deux très chouettes posters, et donc deux très chouettes couvertures qui, j'espère en tout cas, permettront d'attirer un peu de visibilité du public plutôt horrifique, parce qu'on sait qu'en France il y a aussi un peu comme un manga un lectorat qui est très friand d'horreur. Et en tout cas c'est vraiment un titre que j'ai apprécié à lire, même si j'avoue que il retourne un peu le beat des fois quand même. Mais c'est vrai que là aussi vous faites ce choix de faire des albums doux, parce que vous saviez que en album simple sur de la série indé, tu l'avais annoncé il y a un an en plus, je crois. C'était vous y réfléchissiez déjà en fait, on en parlait, mais vous alliez pas vous lancer sur le format album simple. Non, parce qu'en plus ça sera 3 tomes, 3 de luxe. Oui, mais je veux dire, c'est qu'au VO, je crois qu'il y a déjà 3-4 TP, et il me semble que c'est prévu peut-être en 5 ou 6, donc ça aurait fait beaucoup trop long, et on aurait une attrition beaucoup trop importante. À la fin, on aurait terminé vraiment sur les genoux le tome 6, quoi. Et est-ce que après ils ont pas le même rythme de publication, parce que je sais qu'il y a Phantom Road qui est publié chez vous, donc là on attend que le tome 3 arrive, mais là vous voulez pas vous attendre un tome 3 pour faire un tome 3 qui serait double par rapport au fait que là c'est une série qui a été entamée en tome simple. Même si, vu le rythme de publication de la série, là, j'imagine que c'est peut-être plus dur de se permettre d'attendre qu'il y ait 2 TPB qui sortent. Ouais, puis elle a un rythme tellement particulier, cette série, avec à la fois, ce qu'on disait avec Aurélien, c'était que je drop name Aurélien, mais community manager Panini. Donc Aurélien Villas, ouais. Voilà, Aurélien Villas. Parce que cette série-là, Phantom Road, elle a quand même ce côté où il se passe énormément de choses, mais pourtant, en fait, en relativement peu de numéros, je sais pas comment dire, mais elle a un rythme vraiment très particulier, donc je pense que pour pas nuire à ce rythme-là, on reste vraiment sur ce côté aussi, un tome VO, un tome VF. Très bien. Ensuite, alors, si on prend dans son ordre chronologique. Si on reste avec les animaux, du coup, on va sortir donc Animal Pound de Tom King. On a traduit de manière très wink-wink la fourrière des animaux, puisqu'en fait c'est un récit que Tom King a fait avec donc Peter Grosz, qui est auteur, on connaît bien, parce que il a fait American Jesus et puis pas mal de choses aussi à côté. Et donc la fourrière des animaux, c'est un titre qui est venu qui a germé dans l'esprit de Tom King, parce qu'il habitait près du Capitole. Et en gros, avec la tentative de coup d'État qu'il a pu y avoir aux États-Unis, il était assez effrayé, et quelques temps plus tard, il a vu ces gamins qui lisaient La ferme des animaux, et c'est donné l'idée de remettre à jour le bouquin d'Orwell qui parlait à l'époque du communisme, mais on va dire avec une métaphore à peine voilée de l'Amérique de Trump. Donc on retrouve un récit un peu engagé, comme on avait fait à l'époque de Big Black Sun Tatika, d'une autre équipe artistique, d'Amazing Amazian, pour pas le citer. Et là, avec La fourrière des animaux, on est sur un récit, je trouve, qui est vraiment fabuleux, et qui est super intelligent, et en même temps très dur aussi à lire, parce que bon, c'est littéralement on vient d'une société, quoi. Non, mais ça va être marrant. Enfin, c'est pas marrant en tant que tel, parce que c'est pas très très drôle, mais oui, il y a forcément un écho tout particulier à lire Animal Pound en 2025 pour la 2e année donc du second mandat de Trump, sachant que effectivement l'idée a été implanté par les événements du Capitole lorsqu'il n'a pas eu son 2e mandat à l'époque, ouais. Et donc oui, il y a forcément un décalage temporel, mais qui le rend tout aussi pertinent dans ce que ça raconte, en fait. Avec les retranspositions aussi, on passe de la ferme avec des cochons et plein d'animaux de la ferme à des chats, des lapins et des chiens.
d'où le côté à la fois des animaux. Et donc là, on sera sur un projet qui nous tient pas mal à cœur, au point où on a vraiment fait aussi une édition qui sort un peu des standards des titres indés qu'on peut sortir, puisqu'on sera sur un grand format un peu comme un Deluxe, mais avec un dos toilé, marquage à chaud. Et on a décidé aussi de prendre des couvertures donc d'autres artistes, notamment donc la couverture de Gabriel Valta pour la C1 et enfin la couverture principale, et ensuite donc sur la C4 donc la quatrième couverture, on aura aussi en contraste de la couverture bleue un peu optimiste de Valta une couverture très lugubre de Roré Fornes tout en rouge avec quasiment un camp de concentration en fait en termes d'imagerie. C'est voilà un titre très fort. Je pense que c'est un titre qui nous permettra, je pense, d'avoir aussi en tout cas un écho auprès d'un public différent, parce qu'on reste sur un Tom King qui quand même, on a vu avec Les Chiffres de vente d'Ellen Windhorn aussi, et un auteur qui est maintenant identifié par des gens qui ne lisent pas de comics aussi, qui aussi parle des gens qui lisent du comics. Donc c'est quand même un auteur vraiment où en fait qu'on a fait la fiche argue de la Fourrière des animaux, il y avait que des points forts. Actualité. Après, je vais t'arrêter, mais sur une fiche argue, tu mets pas de points faibles. Non, mais dans le sens où en fait, il y a des titres où des fois tu peux te. Tu bloques, des fois tu te retournes le cerveau pour essayer de trouver des points forts. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a beaucoup de titres où par exemple, tu peux retrouver un titre très poétique, c'est pas ça qui va t'en faire vendre 200 exemplaires, tu vois. Oui. C'est par contre, si tu dis Tom King et t'as les chiffres de vente en tête quand t'es diffuseur, donc voilà. Oui, quand tu dis c'est un album par un type qui a vendu 10 000 exemplaires sur son dernier bouquin. De Mr. Miracle, voilà. de ça, de plein de trucs. Donc voilà. Même la vision chez vous, quoi, quelque part. Et voilà, et qui est très identifié, et puis en plus il est avec Anna Windhorn, donc en tout cas c'est un titre auquel on croit beaucoup, et d'où le traitement un peu spécial. Et puis on avait en plus fait une épreuve non corrigée pour les diffuseurs, ou même pour déjà commencer un peu à balayer. Pour le coup, tous les retours qu'on a sont très positifs, donc je pense que en tout cas on est très content d'avoir récupéré un Tom King, et encore plus un Tom King de ce niveau-là, quoi. Et avant d'aborder la suite de ce podcast, on va juste dire merci à JF qui doit s'en aller pour des impératifs. J'ai récupéré mes enfants. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc on va terminer. Ma deuxième vie après. Ils écoutent ça dans 10 ans, ils sauront pourquoi. Ça, voilà, après Panini. T'étais là pour le bilan, c'était le plus important sur le futur et les perspectives à venir. Voilà, on va parler de quelques titres, quelque chose à venir, mais c'est moins crucial forcément que tu sois là. Donc merci déjà de ton temps. Merci à toi JF. d'être venu jusqu'à nous en tout cas. Ouais. 5 heures de train, ça fait mal, ça fait très très mal, mais ça vaut le coup, parce qu'au moins quand même on prend le temps de discuter quand même. Donc voilà, on n'aurait pas pu se prendre ce temps-là forcément autrement. Donc merci à toi. Puis de toute façon, on se reparlera au plus tard d'ici un an dans ce podcast pour faire le bilan sur les titres que Émile est en train de dérouler. Ça marche. Et puis il y a encore d'autres choses qui arrivent et qui sont au top. À bientôt. Salut. Donc tu peux reprendre, pas de souci. En tout cas sur la Fourrière des animaux, on a pu, on est assez content. Ensuite, pareil, dans la logique d'auteur, on a aussi un autre titre de Tony Flix, donc qui est Uncanny Valley, avec des dessinateurs qu'on aime beaucoup, avec Dave Wachter. Sur les Tortues Ninja, lui, il en fait beaucoup. Ouais, ou même aussi, il a fait Dr. Aphra, il a aussi fait donc en tout cas chez nous aussi du Predator de mémoire. Et c'est vrai que ce genre de comparaison n'est jamais très très heureuse, mais c'est vrai que c'est un peu Aurélien, une bonne formule que j'aime bien, c'est il dit, j'ai l'impression que c'est comme si Jeff Lemire avait écrit Roger Rabbit. C'est-à-dire, on a dans Uncanny Valley un drame familial qui va être matérialisé par le fait que on a un héritage d'un jeune enfant difficile à gérer, puisqu'il est en gros descendant de Toon, littéralement, et on va avoir un jeu de Dave Wachter graphique avec disons littéralement des trucs de Toon, quoi. Genre il va peindre un trou, il va se mettre dedans et les gens vont rentrer dedans. On a du Bibi des Coyotes, littéralement. Alors j'oublie son nom, mais c'est comment on dit que ça, mais c'est j'ai oublié son nom en français, mais en tout cas des personnages Looney Tunes. Donc c'est un titre qui est vraiment très ludique dans sa manière graphique de raconter une tragédie familiale, et ça nous permet aussi de continuer aussi une logique d'accompagnement comme avec Millard, Steven Sejic et donc là Tony Flix. Ouais, qui devient un auteur maison pour vous alors en fait. Aussi bien Marvel que Indé, donc on est plutôt content de cette logique-là. Et enfin, last but not the least, quoi, on est très content aussi, comme nos collègues italiens ont pu l'annoncer aussi à Lucca il y a quelques mois, de continuer de miser sur le grand talent de Dennis Kemp. Donc puisqu'on va sortir donc en septembre Assorted Crisis Events. Oh. Donc avec dessiné par Eric.
Savadsky, je crois que c'est ça, il me semble j'ai peur de l'écorcher, qui est une petite merveille et puis en plus pour avoir eu Jérémy Manès qui s'occupe de la traduction du titre il y a pas longtemps par email, il dit qu'il s'éclate à le traduire et il y en a déjà en fait des idées de traduction du titre potentielles pour le titre voilà donc de cette anthologie. J'ai envie de dire pas d'horreur, mais parce qu'en fait c'est des récits science-fiction qui vont reposer sur des concepts et graphiques et de narration qui sont propres. Et on va dire qu'ils ont pour particularité de se terminer souvent de manière assez dure, surtout émotionnelle. Le comparatif facile, ce serait de dire Black Mirror en fait, un peu pour cette tonalité à la fois, effectivement de science-fiction, anticipation, et sur le côté, c'est sombre, c'est sombre. Ouais. C'est très dur et c'est vrai que c'est aussi je trouve pour ceux qui lisent Ultimates, ils peuvent vraiment trouver aussi le côté très engagé de Dennis Kemp à aborder les thématiques sociales, que ce soit aussi bien du prisme de She-Hulk dans l'Ultimates que là avec des personnages où il y a des réfugiés, mais des réfugiés non pas climatiques mais temporels. C'est vraiment brillantissime et on est très content en plus parce que Dennis Kemp, c'est un auteur en tout cas on a vu éclore avec Ultimates pour le grand public parce que il avait fait du Bloodshot, il avait aussi fait je crois un autre titre, il a aussi fait une petite mutant un peu mineure dans l'ère Krakoa, en toute fin d'ère Krakoa, et quand elle était mise sur Ultimates, c'était un peu pour simplifier, on attendait beaucoup la série Ultimate Spider-Man, on savait que Ultimate X-Men ça allait diviser parce que Pichu Momoko, même si moi j'adore toujours la série. Ultimate c'est un peu la série qu'on a appris à aimer et à adorer même au-delà des autres quoi, parce que finalement c'est un auteur qui est vraiment je trouve capable de prouesse narrative et aussi d'apporter à ses dessinateurs des concepts aussi de narration, notamment sur le 4e numéro d'Ultimates, qui est un numéro qu'il a fait avec Filmoto, qui était un numéro qui pouvait dire dans plusieurs sens et qui était vraiment incroyable et toujours avec des formules qui perce le cœur quoi, c'est vraiment je trouve un génie là-dessus et là encore une fois là récemment en novembre avec Absolute Martian Manhunter sorti en VF, je pense que il y a plus beaucoup de monde qui ignore son nom maintenant à mon avis dans les jeunes auteurs à suivre et c'est pour ça aussi qu'on était content d'avoir donc Artistic Crisis Events, donc sa série encore à date la plus récente aux États-Unis en Indé, et aussi récupérer donc 20th Century Men, donc là qui fait avec Stipan Morian, là qui est une série qui est vraiment magnifique graphiquement, qui va mélanger aussi bien graphiquement que scénaristiquement plusieurs personnages, aussi bien un soldat soviétique augmenté, de mémoire il y a un président américain aussi, et puis une réfugiée afghane, et en fait il va partir aussi un peu comme dans Ultimates ou dans Assault Crisis sur les archétypes pour après en fait dans cette uchronie-là, essaie d'empêcher des événements d'arriver, notamment la Troisième Guerre mondiale. Et c'est un titre qui est vraiment brillantissime. Et pareil, on est très content de pouvoir sortir là, pour le coup, le mois d'après, donc en octobre. Donc on aura un automne qui sera très indé, très Dennis Kemp. Voilà. En tout cas, voici côté indé. Donc on a encore un ou deux autres titres qu'on n'a pas encore annoncés pour la fin d'année, mais je trouve que c'est déjà 4 belles choses qu'on doit garder. Ok, ouais, effectivement, c'est des trucs plutôt cool, en l'occurrence, d'avoir... Non, mais Animal Pan, moi, je me demandais, j'en parlais avec Corentin souvent, de pourquoi ça n'était toujours pas sorti, si personne n'avait pris d'option dessus chez Boom, donc c'est chez vous qu'il arrive. Effectivement, Dennis Kemp, on a bien noté son ascension en ce moment, clairement, d'être une des nouvelles voies... à suivre, donc c'est cool que vous preniez le risque de proposer aussi ces titres indés, en l'occurrence, avec quand même cette base de... Effectivement, même si c'est pas toujours il y a le ruissellement, on sait que ça n'existe pas forcément, mais de vous dire aussi, de dire, c'est quelqu'un qui, chez nous, avec Ultimates, s'est fait connaître, et avec ce qu'il fera peut-être après, en l'occurrence aussi. Il y a un petit Vertigo aussi qui va signer, donc. Après, faudra voir s'il arrivera en VF, ça, je sais pas, tu vois, c'est vraiment des paris aussi qu'il faudra voir avec les personnes concernées, mais de dire qu'entre Ultimates d'un côté et le Martian Manhunter, qui a aussi un écho critique, qui est important, de vous dire que ça peut aussi avoir des retombées positives sur ces titres en indé. Qu'est-ce que je voulais te poser un petit peu? Justement, vu qu'on parlait d'Ultimate, on sait que maintenant ça va être fini. Donc j'imagine que pour vous aussi, vous avez déjà, du coup, une collection de bimestriels arrêtés avec un dernier numéro à venir, j'imagine, en 2026. Et donc, que chaque série
aura droit soit à un Deluxe, soit à 2 Deluxe en l'occurrence pour les séries au long cours, quoi. Là, au moins, vous allez avoir un truc début, milieu, fin. Ça fera un beau coffret à la fin de l'année, quoi. Exact. Prends pas tes rêves pour je fais de l'inception, en fait. Voilà. Techniquement, ça marche avec Jeff, mais bon. Non, disons que ouais, pour Ultimate, on est d'un point de vue lecteur, on est toujours frustré quand une série qu'on aime, ou plutôt en l'occurrence un univers de poche, s'arrête, puisque on aimerait bien que ça continue éternellement. Mais d'un autre côté, je pense que Marvel a aussi retenu les leçons du premier univers Ultimate et disons d'éviter que en fait ça déborde un peu trop et que ça dure trop longtemps. Et là, je trouve que c'est en tout cas de manière artistique une bonne décision, dans le sens où ça nous permet d'avoir en 2 Deluxe, 4 Black Panther, X-Men, Spider-Man, Ultimate, c'est Wolverine, donc 5 pardon, 5 séries de qualité quand même, comment dire, déjà très bonnes pour certaines. Je suis un poil plus mitigé sur le Wolverine à titre personnel, mais qui reste quand même très beau, notamment par l'appréciation de Cappuccio, qui je trouve toujours, que je l'avais interviewé à l'époque quand il était venu à Nice, grand fan de Wolverine Daredevil, donc là on sent qu'il s'éclate vraiment à refaire des scènes de l'Arme X un peu de façon Ultimate. Mais globalement, ça reste un univers qui est, je trouve, de grande qualité, notamment encore une fois pour Ultimates et aussi pour la série Ultimate X-Men, qui revient vraiment, je trouve, aux sources de ce que sont les X-Men. Et donc là, oui, on va terminer avec Endgame, qu'on aura prévu de sortir. Donc là, normalement, on est à date, je crois. Là, on a reçu au bureau les numéros 9 des Ultimate Universe, et on devrait normalement terminer au 17e ou 18e volume de mémoire. Et donc, on va aussi peut-être mettre un petit coup d'accélérateur, en cet été, donc juin, juillet, et on va passer en mensuel pour en fait 3 raisons. Déjà, réduire la distance avec la VO, parce qu'il y a eu beaucoup de séries sorties, et c'est vrai que le rythme bimestriel faisait que du coup on a un peu de décalage. C'est vrai que par rapport au début, il n'y en avait pas assez. Exactement, pour faire un mensuel. Là, on est passé bon, à 5-6 séries, notamment des mini-séries comme Incursion et puis des one-shots divers et variés. Ensuite, on aura aussi pour réduire également donc la distance aussi avec les Deluxe, parce qu'on a sorti les Deluxe en novembre et pour aussi pas donner un rendez-vous trop lointain aux gens qui vont commencer l'univers avec les Deluxe, on va faire en sorte de sortir un peu plus d'Ultimate Universe cette année pour justement réduire et puis arriver à compléter l'univers avec Endgame et le final l'année prochaine. Très bien. Je me posais une question là par ce que je sais que le capitaine de Chip Zdarsky, vous l'avez pas intégré dans Marvel World, alors que on sait que ça va être impliqué dans un event qui s'appelle Armageddon, dans lequel tu peux supposer qu'il y a d'autres séries qui sont dans le Marvel World qui sont impliquées dedans. Donc je me demandais pourquoi ce choix en plus de le faire du coup dans un tome cartonné 100%, le fameux tome format maudit. Déjà parce que comment dire, c'est pas forcément ce qu'on a pu laisser entendre, mais les 100% de séries, notamment avec des grandes équipes artistiques, je pense à Ultimate Invasion notamment à l'époque, c'est des séries qui marchent bien en 100%. C'est vraiment pas le format qui a un problème. Et là, pour le coup, on a une super équipe artistique parce qu'on a donc Chip Zdarsky qui est quand même un auteur qui nous a permis aussi de faire un petit succès aussi avec Avengers Twilight, côté Marvel récent, en 100% l'an dernier. Et là, on a en plus au dessin Valerio Schiti qui, pour le coup, je trouve s'éloigne un peu de comment dire, des couleurs un peu à la Pepe Larraz, Martin Garcia pour son coloriste. Il a un peu changé sa manière de dessiner, je trouve, et on est vraiment sur un trait un peu renouvelé pour une histoire qui est très chouette pour le début, en tout cas de là où j'en suis. Et en fait, Captain America, comme on l'avait dit, c'est on voulait pas forcément le mettre dans Marvel World, parce que déjà dans Marvel World on a déjà beaucoup de séries à sortir de qualité, et on pensait que pour le coup, étant donné qu'un événement arrive bientôt, donc Armageddon pour pas le nommer, on pense que on arrivera à rester beaucoup plus cohérent en termes de format. Si on sort déjà donc la Captain America en 100%, qui serait une série, je pense, suffisamment forte pour rester donc dans ce format-là. Et puis après, derrière Armageddon, on fera sûrement une prépublication en soft hardcover comme on a l'habitude de faire, qui s'intégrera parfaitement dans la continuité du Captain America. Donc là, pour le coup, c'est venu comme ça. Et puis après aussi, que je réfléchis aussi comment on a décidé de faire ça aussi, c'était tout simplement, parce que aussi Captain America c'était à l'époque prépublié dans les Avengers, et puis depuis quand même 2 runs maintenant c'est en 100%, et on voulait pas à nouveau changer de format pour ce format-là,
pour cette série-là, pardon, et éviter comment dire, ça nous arrive évidemment des fois de changer de temps en temps comme là par exemple les Fantastic Four qui sont passés de 100% à Deluxe, mais on évite de trop faire ça souvent, et là pour le coup on a quand même réussi à sortir les séries de Captain précédentes. Il n'y avait pas de raison de changer un nouveau format pour cette série-là, d'autant plus qu'elle est très forte. D'accord. On a noté aussi en début d'année, enfin en fin d'année dernière, mais là que ça va se développer plus, le fait que vous avez acquis une nouvelle licence. En tout cas, enfin je sais pas si vous l'avez acquis forcément, parce que vu que c'est chez Disney, ça paraît assez logique que ça allait retomber chez vous. Mais ouais, que vous allez vous occuper donc maintenant aussi des comics sous licence Disney en tant que tel. Donc là, vous avez annoncé notamment, il y a Zootopie qui est sorti, Lilo et Stitch aussi, et de ce que je comprends, ça marche bien apparemment, parce que c'est porté parce que c'est les deux films d'animation qui ont parmi ceux qui ont le plus marché aussi. Hein, quand c'est ça, sortis, de mémoire, Lilo et Stitch, le live action, côté Occident, parce qu'il y a eu donc film chinois Nesha 2, je crois, si je prononce bien, qui avait cartonné, et Demon Slayer côté Japon. C'est donc le film qui avait le plus marché en Occident, le film occidental pardon, qui a le plus marché. Et c'est vrai que Lilo et Stitch est une licence qui est quand même pour le coup portée par disons encore une fois un pouvoir d'attraction assez phénoménal. On le voit aussi côté manga avec ce que peut sortir Nobinobi. Et donc là pour le coup, donc là le livre est sorti cette semaine au moment où on enregistre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore de recul si ce n'est la mise en place qui est pas mal. Pour surtout quand on a surtout quand qu'on compare par rapport à du comics de super-héros. Ouais. Plus traditionnel, mais c'est aussi l'occasion pour nous, comme on a pu aussi l'évoquer à demi-mot, c'est de continuer à se diversifier, aussi bien là on a été jusqu'ici avec Star Wars, Conan, les licences 20, Marvel évidemment, et puis au sein de Marvel classique, moderne, on essaie toujours de diversifier un peu, et là 2026, comme je l'évoquais avec le petit résumé, c'est vraiment une année de diversification, puisque on s'est vraiment imposé déjà je trouve une gamme indé beaucoup plus forte, et aussi côté donc jeunesse et un peu plus, puisqu'on a aussi les titres Disney vilains. Qui sont moins jeunesse alors? Ils sont mis en teen aux États-Unis et globalement tout le monde peut les lire. C'est juste que en termes de format, on n'a pas choisi de faire un format aussi familial que le Zootopie ou Lilo et Stitch, qui sont des licences beaucoup plus fortes actuellement. On a aussi donc Gargoyles, qui là pour le coup aura un traitement un peu plus comics, parce que pour le coup Gargoyles c'est vraiment une licence qui est en fait vraiment très générationnelle. Donc là pour le coup on va commencer avec la première mini-série maxi-série pour le coup donc Erin Manhattan, et en vilain on s'est fait un peu plus plaisir encore niveau édition, parce que on aura un peu sur le même modèle que Hachette Heroes, qui fait aussi les vilains en roman et souple et en version cartonnée avec pas mal d'effets de fabrication, une version qui est donc avec format souple avec des rabats, qui sera vendu une quinzaine d'euros pour donc Maléfique et Scar là qui sortent fin février, et une version cartonnée qui là pour le coup est plus pour les libraires, mais aussi plus pour les fans de Disney en tant que tels, qui sont pas forcément des fois des enfants, parce que j'ai pas mal d'amis qui jouent à l'Orcana et qui sont vraiment des Yankees de cartes. Clairement, ils ont su cibler les trentenaires qui ont grandi avec les Disney de l'époque et qui maintenant sont des Yankees. On est tous comme ça pour un fandom ou pour un autre, on finit toujours par en retrouver, c'est sûr. Et donc là pour le coup avec des formats qui sont beaucoup plus luxueux sans être non plus avec une grosse différence de prix, ce sera plus autour de 20 euros, donc 5 euros de différence. Et là on a mis donc pas mal d'effets qui vont rappeler un peu aussi à la collection, comme ce qui peut se faire chez les autres titres Disney en tout cas qui vit ce lectorat là, avec donc un dos toilé, un jaspage aux couleurs de la toile et disons de la direction artistique de chaque album. Et surtout pour le lancement on a 2 très belles couvertures de Daloto sur Maléfique et Scar, qui vont aussi permettre d'avoir une certaine cohérence au lancement, et qu'on retrouvera aussi Daloto là sur la couverture de Hades. C'est vraiment en tout cas des très beaux livres, et c'est vrai que pour le coup comme je te l'évoquais en off juste avant d'enregistrer, c'est des titres où au départ on avait pensé aussi ces formats-là pour plaire à différents typologies de réseaux, donc notamment les réseaux hyper avec le souple un peu moins cher, et le réseau libraire on va dire plus traditionnel avec les versions plus belles, plus disons luxueuses, plus travaillées, ouais. Parce que
pour le coup, la version sous en main, elle est quand même très quali. Mais là, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on a présenté notamment les couvertures des lotos avec la maquette. Les hyper étaient à fond dessus. Et donc, on a une demande beaucoup plus importante sur la version avec effet qu'on attendait. Donc, résultat, je pense qu'on peut avoir de très belles surprises. Donc, on a assez hâte de voir les résultats de cette collection-là. Et on fera le bilan après dans un an, je pense, de ces titres-là et de ceux à venir tout au cours de l'année. Ouais, il y aura aussi quand même pas mal de sorties, ciné et télé. Ouais. Daredevil, Born Again qui va reprendre. Il y aura le spécial Punisher. Donc on va avoir Spider-Man et évidemment le Monstrosaure Avengers Doomsday à la fin de l'année. Vous avez déjà, j'imagine que vous anticipez déjà un petit peu toutes ces sorties-là avec en adaptant un peu les contenus que vous allez sortir. Forcément. Pour Punisher, je pense au fait qu'il a eu droit à une nouvelle série Red Band, qu'il y a son Marvel Knights aussi, qu'il y a eu le Punisher Daredevil. Ouais. Et ce qui m'amène aussi sur le fait qu'il y a le Marvel Knights The World to Come. Donc est-ce qu'on peut s'attendre moi je veux pas griller les cartes parce que j'imagine que Aurélien a une prochaine salve de big news à venir quoi, mais grosso modo vous anticipez toutes ces sorties qui sont assez attendues, je pense. Oui, et puis de toute façon après c'est aussi ce qui nous permet le groupe, c'est qu'aussi on vise une diversification de nos titres et donc pour le coup si je dis que le Quesada et le Punisher on les publie, ce sera une surprise pour personne déjà. Ce serait vraiment très bizarre de pas le faire quoi. Surtout qu'en plus pour le coup c'est vrai que dans les meilleures sorties de Marvel que ce soit Thor de Halloween que ce que peut sortir Quesada, c'est vraiment dans le top je trouve de ce qui sort actuellement chez Marvel avec notamment donc War to Come, c'est vraiment splendide. En fait, c'est déjà ultra ambitieux d'un point de vue scénaristique, mais en termes de style, c'est en fait, j'avoue, la mâchoire qui se décroche à chaque page, et c'est vraiment fabuleux. Et le Punisher aussi est vraiment très chouette par Dan Panosian et Jimmy Palmiotti, pour le coup, qui est beaucoup plus bourrin. Mais je sais pas comment dire, c'est vraiment pareil, dans un autre style, un autre émerveillement, pour le coup, encore une fois, beaucoup plus brutal. Et c'est vrai que le Punisher, je suis content de le revenir en plus après avec Benjamin Percy, qui fait quand même du bon boulot sur les séries un peu bourrines de l'univers Marvel, qu'il a fait donc. Oui, il est bourrin. Il est bourrin, mais honnêtement, après, je trouve que ça fait le taf. Son Ghost Rider, je le trouve très chouette, en côté un peu horror et compagnie. Son run sur Wolverine et X-Force, c'était quand même plutôt chouette. Il fait actuellement c'est lui qui fait le Wolverine Deadpool avec Joshua Cassara, si j'ai pas de bêtises, et là le voir sur du Punisher, c'est logique. Et puis je trouve qu'il fera je sais plus si je crois que je vais avoir dans ma tablette le premier numéro, mais je n'ai pas de doute sur la qualité du titre. Voilà. Très bien. Un petit mot pour conclure, très cher Émile. Oui, écoutez, je pense qu'on a quand même fait le tour de pas mal de sorties assez variées et différentes. On aurait pu parler effectivement aussi de ce qui arrive en côté Alien, Predator et autres, mais bon, Conan, mais je pense déjà on a quand même pas mal les lecteurs et lectrices ont quand même déjà pas mal de choses à se mettre sous la dent et sous les yeux niveau sortie. On espère pour certaines d'entre elles que tout le monde sera au rendez-vous. Et voilà, petite perso, là j'ai hâte de lire La Fin de Rome en omnibus dans une autre catégorie qui est un de nos succès de l'année dernière. Ouais, il a bien marché ce omnibus. Mais en même temps vous appelez à une base qui est encore là quoi, et c'est bien, et qui voulait lire la suite aussi parce qu'elle était restée inédite c'est ça. Et puis surtout c'est que contre toute attente de mon côté, parce que j'entends parler depuis des années, c'est que c'est un super titre. Surtout c'est que c'est pas du tout la nostalgie des fois peut nous faire voir autre chose, et là pour le coup non, c'est pas Age of Apocalypse. En tout cas, non, le Rome est vraiment, je trouve, un petit bijou, pour pas dire un chef-d'œuvre, mot que j'utilise avec parcimonie. Et c'est vrai que non, on a quand même de très belles sorties. Et puis, tu as pu voir en rentrant le bordel de mon bureau avec toutes les sorties qu'on a reçues. Il y a beaucoup de choses très chouettes à venir, aussi bien côté cosmique que Marvel ou d'autres licences. Très bien. Pardon, c'est moi qui m'enroue sur la fin. J'avais tenu jusqu'au bout et je finis par m'enrouer. Non, super. Encore une fois, merci à toi et donc à Jeff, même s'il est parti, d'avoir pris le temps de faire ce grand entretien là. Tu vois, c'est quand même mieux quand on se prend quasiment 2 heures. C'est un petit peu plus agréable que les autres conditions dont nous bénéficions les précédentes fois. Et effectivement,
très très content en titre personnel juste pour ce focus indé que vous allez mettre. C'est pas beaucoup de titres en tant que tel, mais ouais, c'est des titres qui sont assez intéressants et qui sont forts. Donc j'espère effectivement que ça réussira à trouver son public. Et puis pour le reste du programme Marvel, encore une fois, on n'aurait pas le temps de tout débriefer au vu de votre volume de production, et je veux pas casser les quelques prochaines annonces que Aurélien doit être en train de préparer, sinon il va m'en mettre encore plus pour me le faire payer. je le connais très bien. Donc voilà, on se reverra au plus tard l'année prochaine pour un peu faire le débrief de toutes ces choses qui arrivent. Il y aura forcément aussi plein d'enjeux Marvel avec les films en parallèle qui sortent, de voir aussi comment réagit le potentiel grand public. Est-ce qu'il revient au cinéma, donc est-ce qu'il reviendra aussi aux comics? On verra tout ça, et en attendant, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Vous pouvez commenter l'émission, que ce soit sur notre site, sur les réseaux sociaux, sur notre Discord pour poursuivre la discussion. N'hésitez pas également à partager l'émission pour faire découvrir notre travail et le podcast de façon générale. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait en plus cet exercice de long terme et cyclique pour justement interroger comment ça se passe sur le marché de l'édition de comics en France. Donc n'hésitez pas à mettre en avant ce travail si ça vous plaît. Et si vous reste des sous après avoir pris Animal Pound en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis Émile, je te dis à la prochaine. Salut. À plus.